Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast Studio. Très heureux de vous savoir parmi nous pour la saison 2 du Soundcheck Podcast Studio. Qu'est-ce que c'est le Soundcheck Podcast Studio? C'est pas compliqué, c'est des entrevues avec des vétérans et ils viennent me raconter leur parcours, leurs défis et leurs aspirations, puis tout ça dans une ambiance bienveillante, conviviale pour que vous appreniez à connaître davantage ce métier-là, mais en même temps, j'avais le goût d'humaniser les hommes et les femmes qui ont choisi de faire ce métier-là qui est particulier. Donc, ce matin, parce qu'on tourne le matin, j'ai la chance de rencontrer un vétéran de 21 ans de service, un capitaine à la retraite, Alain Boivin. Bienvenue au Soundcheck Podcast. Ben merci. Merci de prêter au jeu de venir... Ça fait plaisir d'être là, vraiment. Là, on en avait parlé en dehors des zones beaucoup. J'avais hâte de venir, vraiment. Là, et tu sais quoi? Je ne sais pas si le podcast fait peur aux gens. En fait, je veux avoir ton opinion là-dessus. Est-ce que tu crois que... Parce qu'on vit des émotions au travers des témoignages, on vit des émotions au travers de ce qu'on se remémore, en fait, sur le studio. Est-ce que tu penses que les vétérans ont peur de ne pas contrôler leurs émotions? Est-ce que tu penses que ça fait partie de leur crainte de venir en studio se raconter? Ça peut. Moi, personnellement, pour avoir fait des entrevues plus comme soit télé ou radio, c'est plus expéditif. T'sais, on n'est pas comme, par exemple, avec toi pendant 1 heure ou 90 minutes. Fait que, là, on a le temps. Là, on va avoir le temps ensemble de vraiment parler de nos affaires. Et je vais avoir le temps de mettre du détail. Puis oui, ça se peut qu'il y ait des émotions qui montent. Mais en même temps, tu l'as dit, là, on est des humains. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ça. Puis c'est correct. Il faut juste se dire que c'est correct. Puis moi, on va en parler plus tard, là, mais dans le documentaire, à un moment donné, c'est du live aussi, un peu comme là. Puis, on se l'était dit, si c'est pour arriver, ça arrive, puis on le laisse là, puis ça va montrer aux gens, justement, qu'on est humain, puis que c'est humain aussi de réagir de cette façon-là à ces situations-là. Parce qu'on a le droit, on peut se le permettre aujourd'hui d'être davantage connecté sur nos émotions, puis je pense que pour plusieurs, c'est un grand défi, une fois d'avoir vécu autant d'événements à potentiel traumatique, de se reconnecter sur nos émotions. Je pense que c'est un des défis. Ça serait plate que les vétérans, qu'à cause de ça, que juste cette affaire-là, qu'on soit pénalisé pour toutes les belles histoires qu'ils peuvent vous amener, fait que moi, j'ai un message à dire à mes frères d'armes, ça serait comme... Allez-y, parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a alentour de ça, puis que... Puis il y en a plusieurs qui me disent, j'ai l'impression que ma carrière n'était pas assez significative, que j'ai pas fait assez de choses, comment je pourrais dire ça, c'était pas assez hot, ma carrière. Puis à chaque fois, je lui raconte la même histoire. Oui, mais je pense que c'est Gilles Vigneault qui se disait ça, tout a été raconté, mais pas par toi. C'est ça. Et je pense que c'est une bonne façon aussi de communiquer avec ses proches, parce que souvent, avec ses proches, c'est plus difficile de se confier puis d'ouvrir ses tripes. Mais quand on le fait au travers d'un projet comme celui-là, je pense que ça donne la chance aux familles aussi de vous comprendre davantage. Oui. Ceci dit, je te présente comme co-réalisateur d'un projet qui est venu au monde. En fait, tu as été le narrateur aussi de ce projet-là. Je vais le présenter à l'écran. Sur mon plan large, rendez-vous à Srebrenica. Ouais, Srebrenica. Srebrenica. Ouais. Alors, je ne l'ai pas dit avec l'accent serbe ou croate, mais vous comprenez qu'Alain est le co-réalisateur de ce projet-là. Alain, je vais placer ton panneau ici. J'aimerais ça que tu me parles de ce projet-là. Qu'est-ce qui est ce projet-là? Rendez-vous à Srebrenica. En fait, tout part un peu là, du fait que je suis un vétéran puis que moi-même j'ai fait une mission là-bas avec le premier bataillon à l'époque en 93. Nous autres, on est arrivés là-bas fin octobre 1993. Puis juste pour situer les auditeurs, la Bosnie, en fait, on essaie de visualiser sur une map. On prend l'Italie, tu as la mer Adriatique, et juste à l'est, l'autre côté, vous avez les côtes de la Croatie, et là, il y a toutes les républiques, là, la Macédoine, le Monténégro, la Bosnie, la Slovénie, tout ça, c'est tout de ce côté-là. Fait que la Bosnie-Herzégovine, c'est là qu'on a été envoyés, parce qu'à l'époque, et là, je veux juste faire un petit peu d'histoire pour placer, c'est qu'en mars 92, la Bosnie a déclaré son indépendance. Et il y avait déjà des tensions politiques, ethniques à l'époque, entre les différentes républiques, mais particulièrement avec la République serbe.
Et à ce moment-là, quand ils ont déclaré leur indépendance, un mois après, en début avril 92, c'est l'ONU qui a comme authentifié puis dit c'est bon, on légalise ça, c'est correct, vous êtes indépendants. Et la guerre en Bosnie a commencé, je pense, c'est une semaine après. Et ces combats-là, en fait, ces tensions-là ont duré avant que nous, les Canadiens, on débarque là-bas parce que les Nations Unies, en fait, ils avaient observé que durant cette année-là de combat de 1992, ils les avaient laissés faire, mais il y avait eu beaucoup de mouvements de masse, dont un mouvement de masse qui avait été dirigé vers une masse de réfugiés vers Srebrenica. On parle d'un petit village là, d'à peu près 5-6 000 habitants à l'époque, mais à cause des mouvements de masse, t'es rendu à 45-50 000 personnes dans ce terrain-là, dans cette ville-là. Quand tu dis ils les ont laissés faire, c'était au niveau des échanges de feu également, right? Ouais, parce que dans le fond, comment je pourrais dire, nous, les étrangers, on s'était pas encore mêlés de ce conflit-là. C'est juste quand ils ont constaté qu'il y avait des poches de réfugiés comme ça, de même dans des secteurs comme par exemple Srebrenica, l'ONU a eu peur de des catastrophes humanitaires. Il a eu peur que, tu sais, les Bosniaques avaient le contrôle. De nature génocidaire, tu penses? Oui, carrément. Et aussi, tu sais, comme quand une ville est assiégée, ben, comme Srebrenica l'était, c'est qu'on manque de médicaments, on manque de bouffe, l'électricité, en fait, il n'y en a plus. Tout ce qu'on peut manquer, c'est fou. Là. La population vivait vraiment assiégée. Et de peur d'une catastrophe humanitaire, c'est là que les Nations Unies ont décidé d'envoyer des troupes là-bas, une force de protection. Et c'était nous, les Canadiens, qui sont allés là en premier. Fait que le 2e bataillon du Royal 2e Régiment, il est arrivé là-bas en avril 93. Et resté là-bas pour une durée de 6 mois de temps. Et ensuite, nous autres, on est allés les relayer. J'étais attaché au 1er bataillon à l'époque. Donc, tu as fait partie de la 2e rotation. Oui, j'ai fait partie de la 2e rotation. Fait qu'on est arrivé à Srebrenica à peu près en début novembre 93. OK. Et t'avais quel âge à cette époque-là? 18 ans. Okay. J'avais eu 18 ans dans le mois de mai. J'étais tout frais. Parce qu'il faut dire, on va le soldat. raconter tantôt, tu as commencé ta carrière avec le régiment de la Chaudière comme réserviste. Donc, à ce moment-là, tu étais probablement à 17 ans? Oui, j'étais rentré dans l'âge minimal. Il fallait avoir, je pense, 17 ans le 1er juillet. Mais on pouvait rentrer comme à 16 ans, mais il fallait que tu aies 17 ans le 1er juillet. Puis toi, tu as été lancé dans Fosse au Lion un an après ton entrée dans l'armée. Exact. Tu arrives là-bas comme jeune soldat. À quoi tu penses? Tu t'en vas faire quoi, toi? On le savait pas trop, sauf que, tu sais, étant donné que moi, on s'en jasait, par exemple, en nous autres, parce qu'on le savait que la rotation avait déjà commencé. On le savait que le 2e bataillon était là, puis que là, il y avait besoin de volontaires. Puis, tu sais, c'est important que le monde se l'imagine. C'est que nous, comme réservistes, si t'es volontaire, c'est qu'à un moment donné, tu te fais poser la question, veux-tu y aller? Tu te dis, ouais, moi, je veux y aller. Mais tu sais, moi, de savoir ça, que j'avais cette opportunité-là et que ça se passait, ça m'allumait, ça. Tu sais, puis j'aimais ça, l'armée, tu sais, vraiment. Puis là, moi, j'ai envie d'aller vivre un théâtre d'opération et c'est là que j'ai levé ma main. Oui. On était à Gagetown, je pense, dans vers la fin de l'été, un exercice. Et c'était carrément comme ça, là, comme dans les films un peu. OK, ceux qui veulent aller en Bosnie... levez la main, puis tassez-vous, allez dans le peloton, les autres montez dans l'autobus, puis... Étrangement, y avait-tu beaucoup de gens qui voulaient monter dans l'autobus? Il y avait une couple. Quand l'exercice, tout le monde était reparti, puis nous autres, on est restés, peut-être, on était 5-6 réservistes, puis on était attachés avec des réguliers qui étaient déjà sur les lieux à ce moment-là, et tout ça a commencé un peu de même. Nos in, là, tu sais, comme nos entrées ont commencé là. Ensuite, on a pris... c'était un peu flou, par exemple, ce bout-là. Je me souviens pas combien de temps qu'on est resté de plus à Gagetown, quand est-ce qu'on a redescendu à Valcartier. Je me souviens plus ou moins de ça, mais je sais que ça avait été... Parce qu'il fallait que tu te rapportes à ton unité avec laquelle tu allais être déployé. C'est ça. Puis, tu sais, les gens, là... puis, tu sais, les militaires vont comprendre qu'est-ce que je veux dire. C'est qu'imaginez-vous, moi, c'était en début d'août, à peu près, là. Tu sais, puis finalement, on se ramasse en Bosnie. J'ai atterri à Sarajevo peut-être à fin octobre. Fait que ça inclut toutes les entrées, toutes les in, tout l'entraînement et tout ça. Là. Fait que ça roulait. L'entraînement, il était rapide. Il était même à la limite, je regarde ça avec du recul. On n'était pas entraîné beaucoup avant d'aller là. Non. Mais écoute, tu te fais entraîner par l'esprit de corps, tu embarques dans ta section, tu commences à vivre avec tes frères d'armes et tout ça, puis tu suis le train, puis à un moment donné, tu réalises que tu es rendu là-bas, puis que tu fais partie de quelque chose de quand même assez gros. Là, je me souviens la première fois
que j'étais arrivé là-bas, là, à Srebrenica en véhicule. On venait de se taper peut-être une run de 14 heures de véhicule. C'est extrêmement long monter là. Mais c'est pas parce que c'est si loin de Sarajevo ou de Visoko, c'est juste que c'est en convoi, c'est des chemins sinueux, on passe à travers des points de blocage serbes et tout ça. Fait que c'était très très long. Mais c'était de constater la situation sanitaire là-bas et humanitaire qu'il y avait à Srebrenica. C'était tout de suite, là, tu fais comme waouh, tu sais que je suis ici. C'était vraiment très surréaliste. Là. C'est surtout pour un jeune homme de 18 ans. Ouais, c'est ça. Puis même ceux qui étaient plus vieux que moi, même les anciens qui avaient, tu sais, mon commandant de section et 2-3 autres personnes avaient déjà fait des missions à Chypre. Mais on n'avait pas de précédent, tu sais, de situations comme ça où on était comme à travers la population et qu'on devait vivre un peu au quotidien avec eux à travers des conditions aussi austères et extrêmes pour eux, pour nous. Tu sais, je veux dire, nous, on est soignés, on mange, on a un repas, on est autonome, tout ça, mais les autres, la population, ils souffraient beaucoup. Tu sais. Fait que t'es plongé là-dedans là, très rapidement. Tu sais, le contraste, il se fait assez de façon abrupte. Tu as mentionné le côté sanitaire, c'est tout ce qui t'a surpris le plus en débarquant là? Oui, vraiment, là, puis tu sais... Donne-moi des exemples de conditions sanitaires là, qui, pour nous, pourraient nous amener à dire ça n'a pas de bon sens. C'est important que je le place bien, ça, parce qu'après ça, dans mon processus, dans le documentaire, j'en reparle. Ça, c'est que moi, je me souviens, quand je suis arrivé là-bas, tout était gris. C'était très... c'est dans les montagnes, fait que les nuages sont très bas. Vu qu'il n'y a plus d'électricité, les gens se chauffaient au bois ou avec à peu près n'importe quoi qui pouvait brûler. Et ça fait qu'il y avait toujours une fumée qui était longue à partir. Et c'est une ville qui est comme faite dans une vallée, comme dans le creux de deux montagnes. Et en fait, les gens, étant donné qu'il n'y avait pas d'électricité, ils coupaient le bois jusqu'à la limite du No Man's Land en haut, jusqu'à la limite où là, on va pas plus loin parce que les lignes de défense, les lignes d'offensive, les lignes de défense serbes on va être à la vue d'eux, on va pouvoir se faire carrément tirer. Fait que la population, les civils, les réfugiés, coupaient le bois un peu partout. Et ça faisait en sorte que quand tu regardais Srebrenica, c'était tous des arbres coupés, des arbres rasés. Il n'y avait pas de verre, il n'y avait pas de verdure, il n'y avait pas de cueillette de déchets, pas d'électricité. Non, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, ça, c'était le problème. Puis les gens, c'était de voir à quel point c'était dense. Il y avait une densité de personnes dans vraiment pas grand, tu sais. Pour ceux qui viennent un peu du coin du Saguenay, des villes comme par exemple Sainte-Rose-du-Nord ou des petites places comme Clermont, dans le coin de Charlevoix, tu sais, des petites villes. Mais Srebrenica, c'est vraiment petit, parce que c'est ça que je me suis rendu compte quand je suis retourné pour le documentaire. J'ai comme, c'est vraiment petit ici. Fait que là, tu réalises à quel point c'est comme, OK, c'est pour ça qu'il y avait une densité de population, il y avait du monde partout. C'était bunché, c'était... Fait que ça, en partant, là, c'est ça. Ça frappait beaucoup. Et là, à un moment donné, quand tu te rends compte que tu vis là-bas un peu avec eux, que tu les côtoies, tout ça, là, tu te rends compte vraiment des maladies qu'ils pouvaient avoir, tu sais, comme par exemple la gale ou des carences alimentaires faisant en sorte qu'il y en avait des fois qui perdaient des dents. Il y avait de la mortalité aussi. Puis, tu sais, je sais qu'à un moment donné, vers début janvier, il y a eu un moment où les convois étaient extrêmement bloqués par les Serbes. Alors, il n'y avait pratiquement aucune aide alimentaire. Des convois humanitaires rentraient plus dans la ville. Fait que les gens étaient encore plus en famine, entre guillemets. Les gens manquaient de tout, là. Café, sel, poivre, toutes ces denrées-là de base, ça n'existait pas. Nous autres, ce qu'on avait dans nos rations, un sachet de sel, il y a bien du monde qui était prêt à faire beaucoup de choses pour pouvoir comme préparer leur pain ou des affaires comme ça. Il manquait de tout. C'est même pas c'est pas un retour à l'état de subsistance parce que ça implique que tu peux cultiver, mais tu peux cultiver quoi? Il n'y a pas le terrain plus viable, il y a trop de monde. Si tu cultives, tu vas te faire piller, tu vas te faire voler, tu vas avoir dépensé tout ce temps-là, cette énergie-là pour rien. Puis exact. Puis nous autres, des fois, dans un désir de vouloir aider quelqu'un, puis ça se faisait dans les premiers jours, premières semaines, mais quand on a réalisé un peu ce qui se passait, c'est quand tu avais envie de donner ou d'aider quelqu'un, un enfant qui venait te voir, puis tu fais, tabarnouche, je fais à peu près 5 degrés dehors, il n'y a pas de sucre, pas de mitaine, tu lui donnes tes gants, mais le lendemain, ils les avaient plus, ils se les faisaient enlever, puis il y avait une espèce de loi du plus fort installée à travers ça, il y avait une espèce de marché du troc qui s'est installé et tout, toutes des affaires un peu, des structures un petit peu marginales qui se formaient à cause de ce manque-là vraiment démesuré qu'il y avait dans la ville. J'ai jamais vu de misère aussi incroyable que ça, là.
depuis ces événements-là, depuis que je suis allé là-bas. Puis on a resté on s'est frotté à ça pendant 4 mois et demi, finalement, parce qu'on est resté avec la population pendant 4 mois et demi. Ta perception de jeune de 18 ans, quand tu arrives là-bas, c'est qui les méchants? Ah, je m'en souviens pas. Fait que t'as pas eu des briefs d'intelligence, t'as pas eu des... On avait des briefs d'intelligence, on savait comme par exemple que les frontières serbes étaient à... Je sais pas de te pogner en disant ça. Hein? Ah, non, pas de problème. Mais les frontières serbes étaient à peu près à 100 km de Srebrenica, très très proches. Puis on sait qu'il y avait eu des mouvements du nord vers le sud de la part des Serbes. Fait qu'il avait poussé des migrants. On savait qu'il y avait eu comme des allusions à une espèce de nettoyage ethnique aussi. Les Serbes semblaient avoir le momentum au niveau du terrain. Tu mentionnais des checkpoints. Je pense que oui. Ils ont essayé, ils ont bloqué alentour de Srebrenica. Ils ont essayé de prendre la ville. L'équilibre était extrêmement fragile. Le contrôle, avant que les Canadiens arrivent là, l'armée bosniaque avait le contrôle de la ville, mais c'était un contrôle qui était fragile. Fait que là, les briefs qu'on avait qui avait été constaté par les Nations Unies, tout ça disait que justement on était proche d'une catastrophe humanitaire et que si justement les défenses étaient percées puis qu'il y avait des avances trop intenses qui se faisaient, ça allait mener à carrément des génocides. Bon, on le sait que c'est arrivé plus tard, en 95, mais il y avait raison de se préoccuper de ça puis de nous envoyer là-bas parce que le danger était très très réel puis il venait des Serbes. Mm-hmm. Ouais. Parce que c'est ce qu'on... ce qu'on réalise, c'est que les forces armées canadiennes supportaient le gouvernement bosniaque de vouloir reprendre un certain contrôle. Est-ce que je peux en fait, résumer de cette façon-là? C'est la force de protection, en fait, que nous, on avait une présence dans la ville. On avait un contrôle au niveau de 2 checkpoints, 2 points de blocage au nord et au sud de la ville. Fait que c'était chacun une section d'infanterie qui était là. On manait aussi un PC, un poste de commandement en milieu de la ville. Il y avait des endroits aussi particuliers que quand on saisissait... le deal, c'était ça, c'est que les Bosniaques ne devaient pas avoir d'armes. Mm-hmm. Fait qu'il y avait beaucoup d'armes qui avaient été saisies au niveau des Bosniaques qui étaient mis dans un endroit quelconque, qui avait appelé ça le point de collecte. Ça, c'était nous autres qui manaient ça aussi. Comment vous faisiez pour différencier qu'est-ce qui était une arme de chasse, qui servait à nourrir la famille, puis quelque chose qui servait au nettoyage ethnique? En fait, je te dirais qu'il y en avait pas vraiment parce que tout était saisi, dans le sens que tout le monde était rendu en ville. Il y avait comme pas personne qui restait en dehors des limites de la ville, qui aurait pu, comme par exemple, partir tranquillement à la chasse, aller se tuer un lapin, un lièvre ou une bécasse ou peu importe, parce que quand tu traversais les limites de la ville, tu tombais comme entre guillemets pas en territoire serbe, mais c'était dangereux pour toi, pour ta vie. Là. Okay. Fait que les gens avaient peur de sortir de la ville. Les gens ne sortaient pas vraiment de la ville. Peut-être un peu en catimini, là, mais c'est pas des histoires que je suis capable de raconter. J'ai pas l'expérience de ça, mais moi, mon feeling, c'est que les gens ne sortaient pas de la ville, avaient peur de sortir de la ville. T'sais. Puis c'est pour ça que des fois, quand on était... Parce qu'il faut que j'explique aussi aux gens, on avait des postes d'observation dans les montagnes. Tout autour de la ville, on faisait... c'était comme un collier autour de la ville. Et nous, ça nous permettait de faire des rapports de violation de cessez-le-feu. On observait s'il y avait des échanges de tirs entre l'armée bosniaque ou l'armée serbe. Parce que des fois, les Bosniaques venaient par en dessous faire des patrouilles d'harcèlement. Ouais. Puis là, ils repartaient ou des arrivées, des départs de mortier. Il fallait tout qu'on documente ça, qu'on mette ça en rapport. Et c'était renvoyé ça à des hauts commandements pour... Je pourrais pas te dire exactement qu'est-ce qu'il faisait avec ça, mais ça le permettait... Éventuellement, peut-être aboutir sur un tribunal international, parce que c'est ça un peu ce qui... Déterminer c'est quoi le niveau le niveau de guerre ou de conflit qu'il y a dans cette zone-là qui est supposé sécurisé par les Nations Unies, qui a un cessez-le-feu, parce qu'il y avait un cessez-le-feu. Mais ça tirait presque à tous les jours à un moment donné, mais... C'est ça, il fallait rapporter ces incidents-là. Mais c'était plus une présence symbolique, hein, parce que le collier que je te parlais autour de la ville faisait en sorte que c'était les casques bleus, peut-être parce qu'on était Canadiens, mais nous, pour avoir certains contacts avec les Serbes, ils respectaient ça, il n'y avait pas d'avance, les avances étaient stoppées, il n'y avait pas il n'y avait pas, entre guillemets, de danger où ce qu'on aurait pu craindre que les Serbes rentrent dans la ville. En tout cas, moi, je ne l'ai pas senti pendant qu'on était là. Fait que donc, la vocation, le symbolisme des Nations Unies, tout le fait qu'on soit là, je pense que ça fonctionnait. Okay. Je pense que ça fonctionnait.
Et à un moment donné, tu as compris c'était quoi l'objectif en arrière de cette prise de position-là des casques bleus canadiens? Ou pour toi, ça a toujours été flou, comme les règles d'engagement? En fait, moi, c'était dans ma tête, c'était bien simple, c'est qu'on allait là pour protéger les réfugiés. Parce que les réfugiés, en fait, c'était pas des personnes armées, c'était pas des militaires, c'était des monsieur, madame, tout le monde qui restaient dans les comtés environnantes qui avaient comme été forcés de se ramasser dans cette ville-là, tu sais, par la force de la guerre. Et moi, je me disais, OK, si on n'était pas là, peut-être qu'eux autres non plus, tu sais. Peut-être que les chances de survie seraient comme diminuées à 100 000 %, là. Fait que moi, mon rôle, juste d'être là, je le savais qu'en tant que casque bleu, que parce que j'étais là, je faisais une différence. Même si j'avais pas l'impression d'en faire une concrètement, que je pouvais peut-être pas nécessairement aider l'enfant présentement qui est devant moi, qui a faim, au point que je voudrais l'aider ou de le protéger. Je sais que parce qu'on était là, on faisait une différence. Okay. Ça, je suis convaincu de ça. Fait que tu as compris que ton rôle était davantage vers la protection de la population civile que d'aller combattre une force ou un autre, de l'appuyer. Et puis c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de frustration de la part de ceux qui ont servi en Bosnie par rapport aux règles d'engagement parce que de part et d'autre, vous étiez la cible à certains moments. C'était pas des tirs, comment tu appelles ça, des tirs perdus ou vous étiez de temps en temps la cible pour une raison ou pour une autre. Et l'incapacité de répondre au feu de la façon dont les soldats canadiens l'auraient fait a laissé une forme de traumatisme. Tu sais? Mais tu expliques bien que à la base, d'accepter ce rôle-là ingrat, vous étiez là pour la population. Je pense que c'est une des premières fois que je pense que j'entends cette réflexion-là. Puis tu es quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection, puis je pense que ça pourrait aider plusieurs à réaliser que, oui, vous n'aviez pas les outils pour combattre les forces ennemies, mais vous aviez les outils pour protéger la population civile, et c'était ça la mission. Je trouve ça intéressant de la façon dont tu apportes ça. Raconte-moi pourquoi tu as voulu réaliser un documentaire sur la Bosnie, et spécifiquement sur cette base-là en fait, moi, quand je suis revenu au Canada, j'étais réserviste à l'époque, là, faut pas oublier, puis ça m'a pris du temps avant de faire de l'armée comme à temps plein, puis d'être vraiment dans le bain. Ça n'a pas été tout de suite, j'ai fait un deck avant. Et je me souviens, j'ai essayé de retourner au cégep en revenant, puis ça marchait pas. J'étais en sciences humaines. Okay. J'étais comme en exploration, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais rentrer dans l'armée aussi, mais j'étais comme pas sûr. Je voulais me donner un break. Mais t'étais dans l'armée? Ouais, j'étais dans l'armée, mais j'étais réserviste. Fait que je savais pas si je voulais comme faire le saut dans juste te taquiner avec ça parce que ça supporte un peu mon allégation que je dis qu'il y a tout le temps quelqu'un qui pense que c'est juste pas assez. Mais tu sais, les réservistes, c'est une force importante. On se faisait taquiner beaucoup. Absolument. Mais je fais juste remettre ça en perspective que t'es un soldat, t'es formé, tu déploies dans un théâtre opérationnel avec des réguliers. Tant qu'à moi, tu es un soldat à part entière. Dans mon souvenir, même si j'étais jeune, j'étais un réserviste, j'avais l'impression, puis je suis comme pas mal sûr que j'étais un des bons éléments dans la section. Sinon, tu n'aurais pas été envoyé en Bosnie? Non, puis il y avait une sélection aussi au début, là, puis mon commandant de section, il a choisi moi parmi trois autres, puis tu sais, je sais que j'avais ma place là-bas, puis tu sais, j'ai jamais senti que c'était de bonne guerre parce qu'on avait toujours des petites répliques aussi pour le régulier. Il y en a plein de jokes de régulier. Je te ramène. Pourquoi tu veux réaliser ça? Qu'est-ce que tu réalises de ton côté pour vouloir réaliser ça? C'est que le retour a été quand même difficile. Le contraste, c'est vraiment comme on parlait de ça tantôt hors d'onde. C'est le deuxième voyage, c'est quand tu reviens. C'est quand tu vois les contrastes, l'abondance, l'opulence qu'on a ici. Raconte-le pour les auditeurs. En fait, c'est une des choses que tu réalises en revenant. Tu réalises que ça n'a pas le même impact sur toi que quand tu étais justement en mission, en théâtre. Mais à la maison, qu'est-ce qui te frappe le plus? Exact, parce que là-bas, tu t'adaptes. Tu es avec tes frères d'armes, tu es beaucoup résilient, tu te concentres sur la tâche que tu as à faire, tout ça. Mais quand tu enlèves tout ça, tu enlèves le contexte, tu enlèves l'adaptation et tu retournes dans tes anciennes bottines. Puis moi, à l'époque, je restais chez mes parents, tu sais. Fait que je retourne dans ma chambre. Je m'en vais visiter mes chums que j'avais avant. Ma routine reprend, mais il y avait un vide, là. C'était un vide incroyable.
tu te réveilles la nuit, puis t'es pas dans ta tente modulaire avec tes 12 frères d'armes, t'es tout seul dans ta chambre, tu fais comme tabarnouche. Tu sais, en premier, moi, c'est de même que je l'ai vécu, c'était de sentir l'absence de contexte, l'absence d'être humain auquel que j'ai compté, qui était la proximité, comment la section est pas là, tu sais, tout le monde, c'est très contrastant. Et aussi, après ça, dans tes tâches quotidiennes ou tu t'en vas juste à l'épicerie, et ça revient souvent, je l'ai entendu beaucoup de la part de mes frères d'armes aussi, tu t'en vas à l'épicerie et tu vois l'abondance de produits, tu as le choix entre 15 sortes de liqueurs, 15 sortes de sandwichs, de céréales, de tout, puis ça veut pas, on dirait que tu replonges ce que tu étais, et tu fais comme le calcul, tu fais comme, OK, comment je pourrais bien dire ça? C'est le mot injustice qui vient en tête à ce moment-là? Injustice, ouais, peut-être. Peut-être, mais c'est le contraste. Le contraste, puis tu te mets à avoir une espèce de tristesse envers Colin. C'est vrai que finalement, le manque était peut-être plus impressionnant que je pensais. Le manque était, je veux dire, il manquait peut-être plus. C'est plus grave que j'ai. Puis là, à un moment donné, ça te met à te trotter dans la tête. Puis après ça, c'est par rapport à différents autres moments dans lesquels que tu es dans ta vie quotidienne. Qu'est-ce que tu souhaites à ce moment-là? Est-ce que tu souhaites, comme plusieurs, retourner là-bas pour continuer à aider? Oui, ça m'est passé par la tête, mais je me disais que ces choses-là, à un moment donné, un peu comme quand tu brouilles de l'eau dans un aquarium, où ça commence à descendre, ça décante. Mm-hmm. Puis à un moment donné, l'eau revient claire, mais ça se dépose au fond. Et tu sais, moi, je me disais à un moment donné, tu sais, il y a une adaptation et on nous disait, jamais, tu sais, quand on était revenu, on avait eu des débriefings, si jamais vous filez pas, ou il y a des choses que vous voulez parler, appelez à tel numéro, mais tu sais, comme on s'était fait donner des trucs ça, quand même. Ça juste en débarquant de l'avion, là, avant que tu t'en ailles chez vous? C'était... Ouais, c'était très expéditif. J'ai pas senti qu'on avait tant de suivi que ça après, tu sais. Puis il faut pas oublier une chose, c'est que les gars, quand ils reviennent au bataillon, ils ont à peu près 2-3 semaines de congé, un mois. Et bien souvent, ils retournent, tu sais. Avec la section 1 du peloton 2, ben c'est la même, sauf sans les réservistes. Ouais. Il reste des chums qui se revoient entre eux autres. Fait que là, ils se reparlent de ça, puis c'est dans leur day-to-day. Fait qu'eux autres, ils ont pas perdu le frère d'armes. Mais les réservistes qui revenaient... Toi, tu perdais toute ton équipe. Ouais, mais les réservistes qui revenaient, ils retournaient dans leur quotidien, puis tu sais, dans leur temps partiel, puis dans leur... Fait que là, ils voyaient plus ces gens-là. Fait que non seulement tu perds ton contexte, tu perds ta mission, mais tu perds tes frères d'armes parce que t'es plus avec eux autres. T'as plus la chance de les revoir aussi souvent. Fait que ça, c'était une réalité qui était spécifiquement, je pense, réserviste. Puis, tu sais, t'as besoin de je pense, tes frères d'armes quand tu reviens. T'as besoin de reparler avec eux autres. Ne serait-ce que moi, les choses que je vivais, là, j'aurais peut-être aimé ça en reparler, mais par exemple à Jean-François Germain ou à Vallée ou à... Tu sais, comme je disais, hey, j'ai trouvé ça weird dans tabarouette chez nous les premiers soirs quand je suis revenu. Puis, je dormais pas bien, je me réveillais dans la nuit, je pensais que j'étais dans la tente modulaire avec vous autres, ou, tu sais, fait qu'il y a comme une anxiété, une tension que peut-être que j'aurais naturellement parlé avec eux autres au bataillon, puis ah ouais, moi aussi, puis tu sais, à un moment donné, tu te mets à ventiler, puis là, ça m'arrive à moi avec, tu sais, puis là, tu te rends compte, ok, c'est correct, tu sais, puis je sais que je peux en parler, mais le réserviste, il se retrouvait tout seul dans son coin. Moi, c'est de même que je voyais ça. Puis, tu sais, c'est... Ben, je le vois clairement. Le réserviste retourne à son unité aussi, mais à son unité, tu sais, oui, il y avait beaucoup de réservistes qui allaient en Bosnie à cette époque-là, mais tu restes en minorité pareil. Puis là, comment tu veux expliquer ça à tes frères d'armes? Tu dis, ah, t'arrives en Bosnie, puis c'était comment, puis tout. Les histoires, là, tu sais, de, on s'est fait tirer dessus dans tel contexte, les bang-bang, les ci, les ça, on a eu peur de... Ça, c'est des histoires de guerre, comme on dit, mais le truc qui reste à l'intérieur de toi, là, par rapport à plus le point de vue humanitaire, le point de vue humain que tu as vécu, là, la tristesse, la souffrance de ces gens-là, le quotidien. Ça, c'est pas ça que tu veux parler. Le côté lourd du quotidien, on dirait que c'est dur à expliquer. C'est dur à dénouer, puis ça a besoin de temps. Tu peux pas raconter ça en 5 minutes. Puis fait que les contextes pour le raconter, il y en a pas ben. C'est pas une genre de conversation que tu vas avoir avec tes parents ou quand tes oncles sont là à Noël, hey, parle-nous de la Bosnie, puis tout ça. Puis là, tu leur sors un monologue de même d'une trentaine de minutes. Puis là,
tout le monde est comme là, OK, puis là, tu casses le mood, là, tu sais. Le monde veut l'entendre, les histoires. Puis, ça a-tu brassé? Vous faites tirer dessus, puis c'est ça que le monde veut l'entendre. Mais en même temps, tu sais, c'est ça qu'on va raconter, mais pour se débarrasser, le reste, là, il est trop difficile à jaser. Puis moi, dans le documentaire, c'était un peu de ça que je voulais jaser. Puis c'est dans cet angle-là qu'on l'a abordé, le documentaire. C'était pour combler ce manque-là que je considère que j'avais eu à travers les années de ne pas pouvoir parler de ça assez. C'est vraiment ça, le documentaire, parce que il y a un moment donné, je me suis dit, faut que je retourne là-bas. Je voulais y retourner avec d'un de mes amis. T'en avais besoin. J'en avais besoin, puis je savais qu'un de mes amis, Nelson, qui en avait besoin aussi, mais lui, il n'était pas prêt de retourner là-bas parce que lui, il s'était blessé là-bas. J'ai traîné ce projet-là durant toutes les années 2000. Tu peux-tu dire la nature de ces blessures? C'est un accident, mais ça a fait des marques, là. Je préfère pas parce que je veux pas parler à sa place, mais je sais que lui, ça a été une grosse épreuve pour lui. Puis la Bosnie, ça a toujours été quelque chose de très, très difficile, très douloureux de se remémorer ces jours qu'il avait passés là-bas. Il associait ça à cet accident-là. Il associait ça à sa souffrance physique qu'il avait vécue. Lui, là, c'était juste du négatif. Fait que, tu sais, ça a été très difficile. Jusqu'à temps Au début de sa mission ou à la fin? Au début. Et puis, tu sais, tout le long que tu racontais ça, je me dis, il doit se sentir coupable aussi de ne pas avoir participé de façon active jusqu'au bout de la mission. Yes. Tu sais, il doit avoir un sentiment de j'ai raté ma chance. Tu sais. Ouais. Il me l'a verbalisé souvent quand on est retourné, là, finalement. Là. Fait que c'est ça. Fait que moi, tu sais, malgré mes tentatives, à un moment donné, j'ai juste lancé la serviette, j'ai dit, gars, il est pas prêt. Il est pas prêt. Et les années ont passé. J'ai mené ma vie sans jamais comme du gars. J'ai serré ça dans un coin. J'avais toujours mes petites pensées à gauche et à droite pour la Bosnie. J'y pensais toujours d'une façon, c'est qu'on compartimente ça dans notre inconscient selon les souvenirs qu'on a eus, selon comment c'était, tout ça, puis on tasse ça, puis c'est correct. Moi, mes souvenirs de la Bosnie étaient de même. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, en 2022, durant l'été 2022, j'ai reçu un coup de téléphone d'un de mes anciens frères d'armes, Jean-Claude Bégin. Il m'appelle et dit « Hey, j'ai trouvé un album photo dans la bibliothèque du 1er bataillon. On fait des changements et tout ça. » Puis il dit « Je te reconnais dans certaines photos. » Puis il dit « Je pense que ça doit être à toi. T'as-tu perdu ou t'as-tu... » J'ai fait « T'es pas sérieux, là? » Fait qu'il dit ouais. J'ai dit garde, cet album-là, je l'avais laissé au QM de la A pour quelqu'un, tu sais, pour qu'il la regarde. Puis après ça, je l'avais plus jamais revu. Ça faisait 27 ans que j'avais pas vu cet album photo-là. C'est toutes des photos que j'avais prises à l'époque. Donc, personnellement, moi, personnellement, tu sais, moi, pendant la mission. Pendant la mission, puis c'est une des photos que tu vas présenter tantôt. Oui. Ça fait partie de ces photos-là. Fait que moi, on peut demander au réalisateur de nous projeter tout de suite la photo. Parce que cet événement-là, il est très important parce que ça a été vraiment l'élément déclencheur. Quand je me suis retrouvé avec cet album de photos-là entre les mains, je me suis dit... Qu'est-ce qui se passe? Y a-tu quelqu'un qui me parle? Y a-tu des coïncidences? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est peut-être ce que ça me prend parce que là, je feuilletais les pages une par une. Puis j'étais là, OK. Et là, tu sais, puis ça, des photos de même, c'est rare parce qu'à l'époque, c'était juste les Canadiens, les gens qui sont allés dans cette zone-là qui prenaient des photos. Fait que les seuls témoignages photographiques et au niveau des films, j'ai retrouvé un film aussi de mon chef. Mon chef avait une caméra VHS là-bas, on se filmait. C'était avant-gardiste, par exemple? Ouais, il y avait ça. Fait que je l'ai retrouvé. Mais ça venait des gars. C'est ça. Fait que j'ai réussi à intégrer ça au documentaire. Et cette photo-là, ça figurait parmi l'album photo que j'avais. Fait que ça, j'ai fait comme... Là, faut vraiment... là, c'est en 2022 que ça se passe. Faut vraiment que j'actualise ce projet-là. Puis let's go. Fait que parle-moi de la photo, Alain. En fait, cette photo-là... on me voit avec mon casque bleu-blanc. Ouais, on me voit à l'extrême droite avec mon collègue et ami Bastien Lefebvre. On salue. Et on est dans le centre-ville du village, juste à côté du marché. On voit qu'il y a un convoi humanitaire qui venait d'arriver. Il y avait des déchargements de denrées. Et il y avait toujours un peu de monde qui se ramassait. Ça, c'est juste à côté du supermarché. Ça faisait partie de votre mission de protéger. On faisait des escortes de convoi. Puis tant aussi longtemps que toute la cargaison n'était pas déchargée, on restait sur les lieux. Mais tu sais, on était tellement... j'avais tellement l'impression qu'on était friendly avec la population et aimé par les Bosniaques. On n'a jamais eu
du désordre à gérer ou une espèce de chaos, que tout le monde serait embarqué par-dessus tout le monde. Ça pillait pas les Non, regarde, on était là, puis c'était une ambiance un peu comme ça. La particularité de cette personne-là, lui, il parlait parfaitement français, le monsieur qui ressemble un peu à Robin Williams, là. C'est un Suisse, il parlait bien français. Lui, c'est un ingénieur qui est arrivé là un petit peu vers la fin 1992. Il avait été envoyé par sa firme d'ingénieurs là-bas pour évaluer, je me souviens plus, là, avec le temps, ça s'est disparu cette information-là, mais il venait évaluer un contrat. Et après ça, il devait retourner en Suisse et il a été pris dans la guerre. Et il n'a jamais pu retourner en Suisse. Fait que lui, il était prisonnier de Srebrenica. C'est pour ça qu'on parlait tantôt, parce que les gens sortaient de la ville pour aller à la chasse et tout. À quel point que c'était hermétique, c'est que ce monsieur-là, c'était un Suisse et ça faisait plus d'un an qu'il était là, prisonnier de la ville de Srebrenica. Il ne pouvait pas s'en retourner dans son pays. S'il prenait la chance de passer le checkpoint serbe, probablement qu'il serait fait abattre. Et probablement je sais pas si c'est un visa, je sais pas si c'est un passeport, mais peut-être qu'il n'y a plus de documents aussi à ce moment-là. Écoute, plein de choses auraient pu arriver. J'aurais aimé ça peut-être qu'il parlait plus, mais on le voyait une fois de temps en temps. Mais tu sais, dans ma tête de petit gars de 18 ans, j'ai pas tellement investigué de ce côté-là. Mais tu sais, à cette heure, si j'avais à rencontrer ce monsieur-là, j'y poserais 2000 questions. Là. Mais je sais que c'était ça sa situation à lui. Et aussi, pourquoi qu'elle est vraiment significative pour moi, cette photo-là, c'est que tous les enfants qu'on voit, là, prend ceux qui ont 15 ans en montant, aller jusqu'à 60 ans, ben en fait, nous, les Canadiens, quand on est partis de Srebrenica, on s'est fait remplacer par les Néerlandais. Et les Néerlandais ont protégé la ville pendant 1 an de temps. Et jusqu'à temps qu'arrive la fameuse entrée là, des Serbes en juillet 1995. Et finalement, ce qui arriva, là, le fameux massacre génocide à Srebrenica. Fait que tous les gens qu'on voit sur cette photo-là qui sont en âge de se battre, ben c'est pas mal tous des fantômes, là, je veux dire, dans le sens que c'est tous des gens qu'on a connus, qu'on côtoyait, mais lorsque les Serbes sont entrés dans la ville, il y a 8372 personnes recensées à l'heure actuelle qui ont été trouvées dans des charniers à gauche et à droite, qui ont été abattues durant les premières semaines de juillet à cette époque-là. Fait que ça aussi, je me souviens, j'avais 20 ans quand c'est arrivé, cette nouvelle-là, là, je l'avais vue à la TV, et ça m'avait frappé parce que dans le fond... tu te dis, waouh, c'est les gens que j'ai connus, c'est les gens que j'ai côtoyés pendant 4 mois et demi dont on parle, puis ces gens-là se sont fait massacrer comme du bétail. Là, je me souviens que ça m'avait vraiment, ça m'avait frappé, ça. Est-ce que ça t'a amené à développer une haine envers un groupe en particulier? Non, pas un groupe en particulier, juste... envers un certain potentiel au niveau de ce qu'on a à l'intérieur de nous, les êtres humains. On a ça, tu sais, je veux dire... La possibilité de faire du bien comme de faire du mal. Ouais, ça aurait pu arriver d'un côté comme de l'autre, je pense, à ce point-là. Eux autres, ils ont leur raison pourquoi ils ont fait ça. Ils vont nier que c'est un génocide. Ils ont leur raison de l'avoir fait. Mais du côté, au niveau bosniaque aussi, tu sais, sans dire qu'il y a eu des événements similaires... dans une guerre, il y a toujours des atrocités d'un bord puis de l'autre qui se passent. C'est juste qu'elle est plus significative et est comme plus démesurée que d'habitude. Là, la population civile a beaucoup de difficultés avec les dommages collatéraux, puis je le comprends pourquoi, mais je pense qu'il y a une incompréhension que les dommages collatéraux font partie de la guerre. Ouais. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'on va éduquer la population sur ça, mais c'est quelque chose que les soldats ont à dealer avec aussi. C'est toujours les premières victimes de la guerre, les civils. Toujours. Ouais. Les soldats, on dirait qu'on est fait pour ça. On est fait pour aller à la guerre. On dirait c'est un peu notre mission. Puis s'il y a des soldats qui meurent, c'est comme... Et tu l'as dit, 6 mois plus tard, on est out. 10 mois plus tard, on est out. C'est ça. Donc, on va vers quelque chose de mieux. On quitte le théâtre opérationnel. Ouais. Mais eux sont là-dedans, grandissent là-dedans. Il y en a qui vont se battre là-dedans. Puis il y en a beaucoup qui sont rendus des Canadiens aujourd'hui, qui ont vécu la guerre comme enfants, comme adolescents. Et... Ma question pour toi, puis ça me trotte dans la tête depuis que tu m'as dit que tu avais fait un album photo. Tu bâtis cet album photo-là pour toi? Oui. Pour des souvenirs. C'est quoi ton sentiment quand tu bâtis cet album-là? Fierté? Souffrance? Un mix des deux.
Mais comme faut se référer, tu sais, à l'époque, là, on n'avait pas des iPhones, fait que tu pouvais pas voir le résultat de ta photo. Fait que tu sais, tu prends des photos, puis c'est bien abstrait. Tu fais comme, j'ai un événement ou j'ai quelque chose que j'aimerais prendre en photo, clique, puis c'est tout. Tu vois pas le résultat tout de suite. À cette heure, la première chose qu'on fait, c'est clique et on regarde. Puis là, tout de suite, on va l'encadrer comme il faut, on va jouer avec les paramètres et tout. C'est pas comme ça. Puis tu sais, ce qui est le pire, c'est que ça a donné des photos magnifiques avec des appareils parfois jetables. Fait que oui, c'était pour garder des souvenirs, mais ces souvenirs-là, en fait, tu sais, ils ont eu de la valeur et quelque chose de. Ils ont eu un impact vraiment comme 27 ans plus tard, vraiment. Là, fait que tu réalises que ce chemin de Compostelle-là pourrait aider plusieurs vétérans à. Comment je pourrais dire ça? Tantôt, tu as mentionné désensibiliser, mais servir dans le processus de rétablissement. C'est un peu pour ça que tu crées le documentaire? Le documentaire, au départ, je l'ai fait un peu pour moi, mais un peu pour mes frères d'armes aussi, un peu pour essayer de convaincre mon ami Nelson de revenir, lui montrer que c'est faisable. T'es allé avec lui? Oui, j'étais allé avec lui 3 ans plus tard. Mais pour le documentaire, on voulait un format, montrer aux gens, regarde, là, je pars du jour 1, je suis chez nous. J'organise mes affaires, on raconte aux gens comment est-ce que le documentaire s'est bâti et dans le quotidien, notre départ, notre arrivée là-bas, on commente à peu près tout et on fait une espèce d'itinéraire. Et on va dans des lieux qui sont significatifs pour moi, qui l'ont été, ou de par l'histoire, on s'en va là et je vais faire des commentaires sur les lieux. On a essayé de ne pas tomber dans les anecdotes que je te parlais. On essaie de rester dans le côté humain pour que l'angle d'attaque, c'était vraiment ça, c'est que on veut que les auditeurs qui vont regarder le documentaire puissent vibrer, puissent avoir des émotions. Alors, on voulait pas rentrer dans des affaires qui étaient trop spécifiquement militaires. Qu'elle allait déclencher au niveau d'offensive ou de... Tu sais, c'est ça, on voulait pas parler trop d'affaires de technicalité d'armée, mais montrer c'était quoi que la population vivait, c'est quoi que nous autres on ressentait par rapport à la population, c'est surtout des choses de même. On laisse les images parler, on laisse les commentaires, et comme je te disais, des fois on arrivait sur un lieu, ce lieu-là me parlait, moi j'étais à une antenne, le lieu émettait vers moi, j'étais comme, OK, j'ai une histoire à raconter ici, on le fait là, Jean-Sébastien s'installait, c'était du one take, puis là, s'il y a une émotion qui montait, s'il y avait une sorte de désorganisation au niveau de mon équilibre intérieur qui se faisait, ben on la laissait là. On laissait ça authentique. Mm-hmm. Fait que ça, c'était dans un désir d'humaniser la chose. C'était ça notre angle d'attaque et de sortir des histoires de guerre habituelles pour rester dans l'humain, focaliser sur l'humain dans ce documentaire-là. Autant moi, comment je vis les choses, que comment que les Bosniaques l'ont vécu aussi. Fait que c'était super important. Fait que le documentaire, il traite de ça. Est-ce que tu t'es buté à certains vétérans qui étaient plus ou moins en accord avec la réalisation de ce projet-là? Pas à date. On a fait 7 présentations dans des intimistes, là, dans des milieux conviviaux où ce qu'on accueillait 90, des fois 100 personnes. Et il y avait toujours plein de vétérans avec nous durant les projections, parfois des Bosniaques. Puis j'ai pas senti de désaccord. Au contraire, les vétérans sont touchés et ça les inspire à retourner là-bas ou ça les inspire à peut-être créer un cheminement pour eux qui pourrait s'inspirer de ça. Parce que moi, comme je te dis, le documentaire, quand on l'écoute, moi, je présente une espèce de template, un processus dans lequel, à travers que je passe et qu'on commente, même mon ami Jean-Sébastien Levin, il commente beaucoup comme témoin extérieur à ça. Et on voit qu'à la fin, il y a eu comme une maturation, il y a eu des changements qui se sont opérés, on parle de ça aussi. Et des fois, je m'étais dit, peut-être c'est juste dans ma tête, ça. Peut-être que c'est juste comme, j'ai fait un documentaire avec Jean-Sébastien, on monte une formule, peut-être ça marche pas, peut-être c'est pas comme ça que la psychologie humaine fonctionne, j'en ai aucune idée. Mais j'en ai eu la preuve cette année quand je suis parti avec mon collègue Nelson, où ce que j'ai fait à peu près le même genre de template, le même genre de route avec lui à travers la Bosnie. Et moi, c'était à mon tour de le regarder aller. À l'époque, c'était Jean-Sébastien, le co-réalisateur, qui me regardait aller dans cet environnement-là et il me regardait changer. Et là, c'était à mon tour de voir Nelson changer puis évoluer à travers cet environnement-là. Puis, tu sais, au bout de la ligne, il m'a remercié 40 fois, je sais pas combien, qu'il me l'a reparlé qu'à la fin, tu sais, parce que c'est comme une désensibilisation systématique, là. Tu sais, tu remplaces tes vieux souvenirs gris
par d'autres souvenirs. Tu sais, quand on est arrivé là-bas, Srebrenica, c'est une belle ville, les arbres ont poussé, c'est vert, il n'y a presque pas de stigmate de la guerre en tant que tel, à part le gros cimetière là, commémoratif. Les nouvelles générations n'ont pas connu la guerre. Tu sais, c'est pas... Il y a des stigmates de la guerre, mais tu sais, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec quand moi, je suis allé là-bas. Fait que, tu sais, juste au niveau de l'apparence et de savoir vraiment le réaliser en mettant les deux pieds là, c'est comme, hey, le gros, la guerre est finie ici, là. Si elle n'était pas finie dans ta tête ou si tu y pensais tout le temps en fonction de ça, regarde là alentour de toi là, comment c'est beau. Regarde comment c'est stable. On peut se promener pas de gun ici, on peut se promener nu-pied. Tu peux te promener sans tes frères d'armes ici, là, t'es comme, c'est stable, c'est correct. Et c'est tout ça qui fait du bien. C'est insoupçonné, mais ça opère en dedans de nous autres pendant qu'on est là. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu finis, tu pars, tu reviens au Canada, tu fais comme, waouh, j'ai d'autres souvenirs pour meubler mon intérieur. J'ai pas juste mes vieilles affaires, j'ai comme meublé ça avec d'autres choses. Puis tu sais, il faut se mettre en contexte. C'est comme une reprogrammation aussi. Une reprogrammation. Ouais. Je pense que ça, c'est un très bon mot. Je pense que oui. Reprogrammation, là, c'est vraiment ça. Et, tu sais, puis moi, mon processus finissait pas parce qu'après ça, il a fallu monter le documentaire. Je me faisais envoyer des séquences à fur et à mesure que le documentaire arrivait et je travaillais sur la trame sonore, moi, chez nous, à partir de chez nous. Fait que là, encore une fois, je revivais les scènes. Je revivais les scènes. Fait que là, exact. Fait que là, les scènes me font vibrer d'une telle façon. Je crée telle ambiance dedans. Je veux faire ci. Fait que, tu sais, ventilation. Fait que j'ai comme l'impression de m'être vidé complètement de ces affaires-là. Ça fait tellement du bien. Je suis capable même... Probablement, quand on s'était rencontrés l'année passée pour faire cette entrevue-là, j'aurais peut-être été plus sensible émotivement. Dans certains sujets qu'on a parlé, j'aurais peut-être glissé vers une petite mélancolie qui m'aurait fait que j'aurais pris un break, mais là, je suis comme... Ce qui aurait été tout à fait normal, parce qu'on désensibilise jusqu'à un certain point. On reste avec une sensibilité, même si elle est moins accrue, puis que ça te déstabilise pas dans ton quotidien, mais ça reste que ça peut être un déclencheur à, justement, un mood qui est plus pessimiste, qui est plus noir. Je dis pas qu'il n'y a plus rien qui me touche, mais je suis plus capable d'en parler, tu sais, sans me sentir d'interférence émotionnelle dans ce que j'ai à dire. Mais c'était pas comme ça. Il a fallu que je me répète, que je fasse des présentations, que je réécoute, que je fasse de la musique, que je fasse ci, que je fasse ça, mais... C'est de l'exposure therapy. C'est vraiment ça. C'est une exposition à ce qui te déclenche, ce qui a un impact émotionnel sur toi, puis de le faire de façon répétitive. C'est un peu comme ça, moi, j'ai commencé la psychothérapie. C'est en écrivant mes émotions, en écrivant ce que je faisais comme cauchemar, de façon répétitive. Et je les enregistrais. Je lisais mon histoire, je me mettais dans les oreilles de façon répétitive. Puis à un moment donné, tu deviens écœuré d'entendre ton histoire, puis ça n'a plus le même effet sur toi-même. Intéressant. Avant même de commencer la psychothérapie, parce que on dirait que j'avais peur de ce que j'allais ouvrir comme canne de verre, j'avais peur de mes émotions, j'avais peur de tout ce qui était refoulé aussi, qui appartenait pas à l'armée, parce que quand tu vas jouer dans les émotions, tu vas pas juste jouer sur une situation en particulier, mais il est possible qu'un traumatisme à l'enfance ou un autre traumatisme vienne t'envahir, ou même que ça déclenche quelque chose que tu avais boxé in. Donc, ça m'a énormément aidé à affronter la psychothérapie. J'étais davantage prêt parce que j'avais peur à quel point c'était sensible pour moi, ce sujet-là. Fait que je suis arrivé en psychothérapie, j'avais déjà fait par moi-même une forme de désensibilisation, puis je pense que c'est un peu comme ça, c'est un peu ce que tu as vécu au travers de ton projet. Tu es rentré dans l'armée en 1992, tu l'as mentionné tout à l'heure. Un des gros changements de ta carrière, c'est que tu es devenu officier. Oui. Donc, à un moment donné, tu as voulu transférer de la force de réserve jusqu'à la force régulière, mais tu as voulu le faire comme officier. Pourquoi officier? J'étais sergent, puis j'avais... C'était pressenti. J'avais déjà commencé à faire mes cours d'adjudant, mais tu sais, au niveau théorique. C'était des phases théoriques. Et c'était pressenti que j'allais faire ma phase de cours d'adjudant à Gagetown. Et c'est un défi que je voulais relever. Puis tu sais, je me suis dit, bon, ben, tant qu'à aller souffrir à Gagetown pour un cours d'adjudant, pourquoi pas une commission d'officier? Je souffrirais juste un petit peu plus, peut-être, ou c'est l'équivalent. Le rôle, il y a des similarités au niveau de l'officier et de l'adjudant, où est-ce que tu es rendu dans un poste d'administration, là.
Je sentais que j'avais des idées, je sentais que j'avais des fois des plans qui étaient le fun, je sentais que j'avais l'impression de faire bouger des choses. Je me suis dit, c'est peut-être qu'en devenant officier, j'aurais peut-être plus de mon mot à dire sur comment certaines choses fonctionnent dans le régiment, j'aurais pas la même oreille, fait que là, c'est rendu que tu es plus avec le commandant, tu es plus proche du... Nomme-moi la chose que tu aurais voulu changer à cette époque-là. Le réalisme au niveau des entraînements. OK. Ça, il y en a jamais assez. C'est de l'injection de réalisme, là, de s'entraîner le plus proche de la réalité possible. Là. C'est comme, tu sais, des fois, on faisait des affaires, je dis, voyons donc, j'embarque donc bien pas. Mais là, tu comprenais les limites budgétaires à ce moment-là. Oui, je comprenais les limites budgétaires, mais des fois, je comprenais aussi les limites du monde qui disait, ça s'est toujours fait de même, fait qu'on va continuer de le faire comme ça. Puis le template est là, fait ça, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas besoin de recréer une nouvelle structure. C'est ça, je trouvais que c'était conservateur un peu, puis moi, je suis comme... J'avais envie de plus. J'ai-tu réussi? Je le sais pas. Mais comment ça s'est passé, cette transition-là? Premièrement, tu quittes ton je vais dire, la réserve pour rentrer dans le régulier. Non, moi, j'étais toujours dans la réserve quand je l'ai faite. Okay. Il a fallu que j'aille à Gagetown, même affaire, parce que là, c'était la phase 3 en tant que telle qu'il fallait que j'aille le faire. Il me donnait une équivalence au niveau de ma phase 2, qui est l'équivalent d'un cours de caporal-chef au niveau du leadership. Fait que ça, il me le créditait. Mais sauf qu'au niveau des phases après, là, comme par exemple la phase 3 d'infanterie, il n'y a aucune créditation. Il a fallu que j'aille à la Gagetown pour la faire. Passer là-bas les 3 mois puis, et tout ça. Là. Fait que la façon que c'est sûr que quand tu fais ce move-là, tes collègues sous-officiers prennent un peu pour pas un traître, là, mais c'est comme bon, c'est bien, tu t'en vas du côté obscur, puis ci, puis ça. Mais en même temps, il y en a d'autres qui sont comme soulagés un peu parce que t'es comme quelqu'un de la place, ils savent déjà qui t'es, t'as déjà une certaine expérience comme sergent, et là, tu t'en vas dans ta commission d'officier. Tu as un background qui est bien différent d'un jeune qui sort de l'école, qui a 2-3 ans peut-être de date, et que finalement qui a le même grade que toi. Ouais. Fait qu'on est au même grade, mais il y en a un qui a vraiment une expérience incroyable, tout ça. Puis je pense que au niveau décisionnel, prise de décision, écoute, un paquet d'affaires que les sous-officiers aiment beaucoup d'un officier. Je pense que ça me mettait dans cette position-là un peu. Fait que je pense qu'il y en avait qui le comprenaient ou qui l'ont compris par la suite. Mais au début, ça a été... c'était mitigé. Là. Il y avait des commentaires à gauche et à droite. Là, est-ce que tu t'es questionné sur ton leadership? À certains moments? Oui. Pas... Oui. Sur tes qualités de leader. Parce que, tu sais, il y a une chose, je crois, qui ne s'apprend pas, c'est d'être un leader. Je pense que tu peux montrer à quelqu'un comment mener des troupes, mais un vrai leader, c'est davantage dans le comportement. Oui, l'influencer le comportement. Ta volonté de devenir officier, c'est venu à ton esprit de dire, est-ce que moi, je suis un vrai leader? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Je me suis posé, des fois, on se remet en question dans des moments où parce que c'est quand même très technique, hein. Tu sais, des choses, des fois, qu'on a à faire, tu pars en patrouille de combat, tu pars en patrouille, tu fais un raid, tu organises une affaire, puis dépendamment comment que ça va bien ou que ça va mal, ben c'est souvent la faute de l'officier ou c'est souvent de... Tu sais, fait qu'il y a des fois, dans mon inexpérience, j'ai fait des gaffes, tu sais, on est en entraînement, mais ça reste que, tu sais, déjà là, même... Tu sais, t'es l'officier, t'es pas supposé de te tromper. On dirait que t'as comme... personne te donne vraiment le droit à l'erreur, dans ces moments-là. Mais les soldats vont dire la même chose. C'est ça, mais tu sais, ouais. Mais tu sais, moi, dans mon apprentissage, parce que tu deviens officier, en sortant de tes cours à Gagetown, tu as la qualification, mais tu deviens officier après. C'est à force de t'entraîner, à force de faire des plans, à force d'être dans ce grade-là que tu commences à le devenir. Puis je pense que ça m'a pris un certain temps à le devenir. J'avais un leadership naturel, mais pour maîtriser mon travail en tant que tel, ça a pris un certain temps aussi. Puis je me mettais beaucoup de pression, je voulais être parfait, je voulais aussi, puis alors que, tu sais, je faisais des gaffes, puis je faisais pas tout le temps les choses correctes. Mais, tu sais, moi, je suis fier de comment ce que je suis devenu. Tu sais, à la fin, tu sais, j'étais capable d'être comme, par exemple, commander un cours de chef infanterie.
et de C'est ce que t'as faire fait ce que SQFT. je suis tombé beaucoup dans une phase d'instruction. J'ai travaillé beaucoup, comme plusieurs années là, au total au centre d'instruction du secteur Québec de la Force terrestre. Ça a changé de nom. Je pense plus que ça s'appelle le même. Il y a l'acronyme CISC, là, mais je pense plus que ça s'appelle comme ça. CISQFT. CISQFT, Ouais. puis... Centre d'entraînement du secteur Ouais, Québec il y de a la sûrement Force qui m'ont terrestre. connu là-bas, là, parce que j'ai travaillé là-bas comme sergent sur toutes sortes de cours, mais après ça, à un moment donné, je me suis en allé comme officier sur des cours d'infanterie, des cours de QS, qualification soldat, puis officier sur des cours d'infanterie. Mais l'officier sur le cours d'infanterie, ça, c'est le fun, parce que là, tu es plus dans la planification, de faire des plans, tout ça, parce que vu que là, faut que tu... faut que tu crées un cadre. Hein? Fait que là, si tu envoies des patrouilles de reconnaissance parce que tes gens vont être évalués là-dessus, ben c'est toi qui crées ce plan-là, ce cadre-là, ce que les patrouilles partent, puis fais de la planification. Après ça, oups, on a un raid à faire. Fait que là, tu prépares le raid, puis tout ça, mais c'est toujours en vue de l'instruction. Mais ce volet-là, j'aimais ça. Tu sais, es dans ton bureau, tu prépares tes affaires pour être capable d'instruire le mieux possible tes candidats, les pitcher dans ton contexte, créer une situation, une mission, tout ça. Fait que ça, j'ai bien aimé ce côté-là. Tu sais. Je vais te poser la question. Ouais. C'est quoi que ça prend pour être un bon soldat d'infanterie? Qu'est-ce que ça prend comme qualité? Moi, je pense qu'il faut que tu sois résilient, faut que tu sois capable de bien suivre. Faut que tu sois, tu sais, que tu connaisses. Un bon soldat, là, ça sait ses choses. Tu sais, il y a une job que tu as à faire. Tu sais, ton maniement d'armes, ta discipline, toutes tes affaires, ton fieldcraft. Faut que tu apprennes ça, mais en même temps, faut que tu sois capable de suivre. Tu sais, quand on s'en va par là, c'est là qu'on va. Puis, tu sais, c'est comme, à moins que ça soit illégitime, là, lève la main, puis tout ça, mais le bon soldat, c'est un bon suiveur, je pense, en partant. Il fait bien son travail, il supporte l'autorité qui est au-dessus de lui, il va supporter son chef, supporter son sergent, et, tu sais, il s'en va dans le même sens que sa section. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on dit non à un soldat d'infanterie pour, exemple, recevoir sa castorisation là, je parle de Royal 22e Régiment, là, mais Ouais. qu'est-ce qui fait que vous ne faites pas passer un soldat d'infanterie sur son cours? En fait, c'est plus basé sur, en fait, c'est des normes de compétences, comment ils appelaient ça, des fameux orants. Là, c'est des évaluations qui se font selon des dimensions déjà préétablies. Un soldat, ça doit passer par différentes matières. Ouais. Et si un soldat, en fait, au niveau du tir, son fieldcraft, ses aptitudes en campagne, c'est ça, c'est comme il y a des livres complets pour ça qui vont dicter c'est quoi les différents chapitres qu'un soldat doit passer à travers. C'est des évaluations. Le soldat qui passera pas un cours, c'est parce qu'il va avoir subi des échecs dans une ou l'autre des Je te matières. dis ça parce que sur mon cours d'infanterie à moi, Ouais. il y en a un de nous autres qui a fait toute la formation complète jusqu'à la dernière seconde. Ouais. Et quand il est venu le temps de donner les castors à tout le monde, lui, il l'a pas reçu. Ah. C'est pour ça que je me demandais qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'un soldat d'infanterie rendu à ce niveau-là peut se faire dire, ben tu sais quoi, il va falloir que tu recommences au complet. Ben moi, écoute, c'est un peu inhabituel, je pense, comme tu sais, ça a l'air un cas bien spécifique, parce que dans le sens que moi, Je veux pas te prononcer sur ce cas-là en particulier, mais c'est non, quoi mais qui ça me pourrait dérange pas. faire que tous les instructeurs, incluant la chaîne de commandement, Ouais. considèrent que ce gars-là est pas prêt, même s'il a passé au travers de tout. Ben moi, je pense qu'il a passé à travers toutes ces Et évaluations. c'est la même chose aux forces spéciales. Il y a Ah, des c'est gars qui des vont passer au travers du Hell's Week au complet, Ouais. puis à la fin de la journée, on va leur dire non. On sait pas tout, mais lui, il a peut-être, je sais pas, il a-tu parlé contre le cours, il a-tu dit de quoi de grave, il a-tu fait de quoi de grave, il a-tu, au niveau éthique, il a-tu commis vraiment une grosse gaffe qui ferait en sorte que lui, non, lui, il mérite pas ça. Tu sais, que je sais pas. C'est un Je cas pense pas que ça se ferait particulier. aujourd'hui. C'est un cas particulier parce que habituellement, même à l'époque que moi j'étais là, tu sais, des élèves, des étudiants, des stagiaires qui appelaient en situation d'échec, ils ont comme des reprises, ils ont un accompagnement, tu sais, des cours supplémentaires, tu sais, c'est comme quand tu vois qu'à un moment donné, un élève, il comprend pas, ben, tu sais, ça allait jusqu'à un moment donné des cours de récupération le soir avec un chef aussi, pis ça, tu sais, il y a Pour en arriver à il y a le faire beaucoup rencontrer d'efforts. les Ben oui, critères. c'est ça, parce que, tu sais, puis ce qu'on oublie aussi, là, c'est que c'est pas pas tout le monde qui a la même courbe d'apprentissage. Les cours de 40 minutes, eux autres, ils vont toujours durer. La semaine, la durée du cours d'infanterie va être toujours la même, mais la courbe des étudiants n'est pas la même.
Ben là, on essaie de rentrer tout le monde là-dedans, dans ce moule-là. C'est sûr qu'il y en a qui vont être, tu sais, comme dans le troisième tiers un peu plus, tu sais, puis il y en a qu'eux autres qui vont avoir une facilité là-dedans. Tu sais, t'as toutes sortes de monde, mais je pense qu'au bout de la ligne, ce que l'armée essayait de faire, c'est comme, au niveau de la réussite, au moins, d'essayer de donner la chance à tout le monde, tu sais. Puis moi, personnellement, j'ai vu des jeunes qui avaient vraiment beaucoup, beaucoup de misère sur des cours d'infanterie ou des cours de recrue, qu'à un moment donné, quand ils avaient pogné leur aisance, puis qu'ils avaient pogné un peu de confiance en eux, puis qu'ils avaient fait 2-3 ans comme caporal, puis tout, ils devenaient des bons chefs. Mm-hmm. Ils devenaient du monde, comme, à un moment donné, ils se réveillent, tu sais. Fait que je trouvais que des fois que, tu sais, laisser la chance aux coureurs, là... Ça vaut la peine, ça vaut la peine, mais c'est dur à détecter en même temps. Tu sais, écoute, je pourrais tellement me faire confronter par d'autres qui ont travaillé avec moi. C'est vraiment une discussion ouverte. Là. On pourrait avoir beaucoup d'heures là-dessus, là, je pense, là, à jaser de ça. Et je pense qu'une des qualités, c'est la résilience. Encore une fois, je pense pas que c'est une qualité qui s'acquiert. Et la personne que je parle, puis je nommerai pas son nom, est retournée. Ah, OK. Pour faire un autre 18 semaines. Wow. Je lui lève mon chapeau. Aujourd'hui, jamais j'aurais fait ça. Je me souviens très bien. Je m'étais dit jusqu'à la dernière journée, si on me met dehors du cours d'infanterie, jamais je repasse au travers de ça. C'est trop fou. Mais tu sais, lui, t'as-tu déjà dit pourquoi? T'sais, non, on n'a jamais abordé la question. Ouvert la porte, là, parce que c'est assurément que quand ils ont fait ça, ils ont dit, il y avait des raisons. Ouais. Tu peux pas dire juste à quelqu'un, non, t'as pas... Mais là, je te parle... Tu le mérites pas. Lui dire ça, je trouve que c'est pas assez. Ça prend quelque chose pour backer ça. Là. Exactement. Puis même la chaîne de commandement, au niveau du commandant de cour, au niveau du commandant de compagnie, puis probablement que tout le monde était d'accord avec ça. Là. Fait que ça devait être quelque chose de... Peut-être que les étudiants... Ça devait être important, ça devait être grave à la limite, je sais pas. Je trouve ça un peu... Peut-être qu'un jour, il viendra en témoigner. Mais ce que je disais, c'est que ce que je vous raconte là, c'est passé il y a 25 ans. Ouais. Si on retourne 50 ans en arrière, il y en a qui vont dire qu'il n'y a pas grand monde qui passait le cours d'infanterie à cette époque-là. Puis des fois, c'était pour un oui, pour un non. Là, selon l'humeur probablement de l'instructeur. Lui, c'est ah ouais, tu sais, je pense qu'il faut que ça soit balisé. Là, c'est pour ça que je veux t'amener vers les nouvelles normes qui ont été assouplies en matière de recrutement. Est-ce que tu penses que c'est pour le mieux d'avoir un assouplissement dans les règles, les critères d'admissibilité des Forces armées canadiennes? Moi, quand ça touche la discipline, puis tu sais, moi, la discipline, je vais la mettre vraiment comme assez large. Comme par exemple, tu sais, on le voit tout de suite quand théâtre opérationnel, là, tu sais, puis pour l'avoir vécu, là, quand t'es pogné dans le top d'une montagne avec 12 de tes chums, dans le même endroit, vraiment confiné, là, tu sais, puis tu sais, là, c'est là que tu vois, là, que toute la notion de discipline, puisque ce qu'on t'a appris durant tes cours de recrue, là, ça rentre en ligne de compte en tabarouette. Ton hygiène, faire tes bottes, nettoyer ton arme, tu sais, comme avoir ton lit de camp, mais pas te laisser traîner, parce que là, t'as l'autre qui est à côté. C'est parce que tu tombes ses nerfs facilement. Tu sais, dans ce sens-là, si c'est puis notre commandant de section nous le disait tout le temps, une section qui n'a pas de discipline, c'est une section qu'il n'y a pas de morale. Le moral, c'est ça qui débarque en premier quand il n'y a pas de discipline. La discipline est égale sécurité. Sécurité, fait que c'est tout ça, là. Fait que, tu sais, moi, qu'on assouplisse les normes, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là, mais quand... Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un diagnostiqué avec un TDAH peut postuler, il rencontre les critères d'admissibilité pour joindre les forces. Ça a été un assouplissement. Aujourd'hui, on réalise que les gens vont davantage vers un diagnostic similaire à celui-là, puis... qu'aujourd'hui, exemple, les pieds plats. À l'époque, on ne prenait pas les pieds plats. Bon, aujourd'hui, on prend les pieds plats. Est-ce que vraiment ces assouplissements font en sorte que l'armée, comment je pourrais dire ça? Pas l'armée s'affaiblit, mais l'armée devient plus mou pour rencontrer les exigences qu'on a envers notre force armée? Je pourrais pas te dire, on prend ton exemple du gars qui était DAH, si médicamenté, finalement, ça revient comme s'il l'était pas, je veux dire, puis que c'est suivi. Tu sais, quand des choses qu'on peut, adapter, et que ça fonctionne, moi, je me dis pourquoi pas, tu sais. Mais ces vieilles pensées-là que si tu vas, tu sais, que si tu prends une médication de façon régulière, puis tu vas à la guerre, puis là, tu n'as pas ta médication, là, tu pourrais être un danger pour les autres. C'était ça le principe en arrière, que si tu prenais une médication de façon régulière, ben, tu ne rencontrais pas les règles universelles de service.
Moi, je pense, thanks God, ça a été amélioré parce que on a travaillé avec des gens qui avaient un TDAH, on a travaillé avec des gens qui étaient neuroatypiques, on a travaillé avec des gens qui avaient plein de difficultés non diagnostiquées, puis réussissaient toujours à s'adapter en fonction de la nature du service. C'était juste une petite parenthèse comme ça. J'espère du moins que quand ils ont fait ça, il y a de quoi qui vient après ou que c'est vraiment bien réfléchi, bien encadré parce que... on veut rencontrer les objectifs de recrutement. Oui, c'est ça. On s'engage avec, tantôt tu as parlé des Nations Unies, que ce soit l'OTAN, on a des objectifs à rencontrer comme force armée pour servir le gouvernement. Donc, j'imagine que eux, leur objectif, c'est d'avoir suffisamment de candidats aussi pour être capable de faire le travail. Ouais. Donc, je pense que c'est un mal nécessaire parce que j'avais envie d'en parler parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent ça. Mais sachez très bien que des TDA, des TDAH, il y en avait dans l'armée avant. Là. Ouais. C'est pas quelque chose de nouveau. Non, on ne savait pas qu'on l'était. Et puis tu as parlé de discipline d'encadrement, quand tu offres ça à des gens qui peuvent avoir des diagnostics semblables, à toute fin pratique, il n'y a pas de différence. C'était mon commentaire. Oui. Je te ramène à une mission que tu as faite comme officier au Kenya, en Afrique, en 2009. C'était quoi ton rôle quand tu as été envoyé là-bas? En fait, ils ne considéraient pas ça comme une mission. C'était plus une espèce de... Je vais le dire, mettons, une mission non opérationnelle. Oui. C'était un message qui avait passé pendant que j'étais aux opérations. Puis je m'étais intéressé à ça. J'avais comme crime. Je réponds à... Tu sais, il me semble que je suis très bien là-dedans. Fait qu'en fait, c'était... en fait, comment je pourrais dire ça? C'est des gens qui arrivaient... Il y a un message qui est envoyé à plein d'armées au niveau de l'Afrique. Que ce soit le Ghana, le Mali, l'Ouganda, le Rwanda, tout ça. Et si ces gens-là étaient déployés dans les 6 prochains mois avec l'OTAN dans une mission, je pense que c'était en Somalie, ou prochainement avec l'OTAN, le Canada offrait une espèce de cours, tu sais, comme comment ça fonctionne dans un PC de l'OTAN, comment ça fonctionne avec des valeurs un petit peu plus occidentales, comment nous autres on fonctionne au niveau des opérations militaires. Au niveau des opérations militaires, tu sais, puis c'était offert aux officiers. Je te donne un exemple. Moi, je suis un officier, puis je m'en vais, par exemple, travailler avec les Brits ou n'importe quel groupe de l'OTAN. Tu sais, je veux dire, il y a comme un langage qu'on a de commun, tu sais, au niveau de comment est-ce que les ordres sont diffusés ou comment est-ce qu'on on réfléchit. Je veux pas dire qu'on est tous comme uniformes, mais il y a plus on a plus de facilité à s'acclimater à ça. Alors que certains pays d'Afrique, eux autres qui étaient comme vraiment pas dans ce mode-là, n'étaient pas vraiment dans ces genres de schémas-là. Et en fait, c'était une façon pour le Canada de dire, regardez, on va organiser des cours. Tu sais, c'est des cours qui durent, je pense, c'était 1 mois et demi à peu près au total. Et on se réunit en un lieu. C'était à Mbakassi, sur une base là, en périphérie de Nairobi. On accueille des étudiants qui viennent d'à gauche et à droite de l'Afrique et il y a des cours qui leur étaient donnés sur un paquet d'affaires, la façon que les ordres sont diffusés, les règles d'engagement, les valeurs canadiennes. C'est une campagne de recrutement, à ton avis, pour leur donner le goût de joindre des opérations militaires? En fait, moi, ce qui est drôle, c'est que j'ai compris à la fin que c'était aussi c'était une forme un moyen de se faire des contacts, du réseautage. D'avoir des contacts à travers d'autres armées. Moi, c'est ce que j'ai compris, là. Parce que la plupart des étudiants, finalement, quand on leur demandait à la fin, puis tu t'en vas-tu à quelque part, tu sais, t'es-tu déployé en Somalie aussi, puis ça, non, je m'en vais pas nulle part, puis OK. Fait que ça puis ces affaires-là, ça a été fait beaucoup, là, tu sais, ça a été donné ici au Canada, mais des fois, ça se donnait j'ai oublié l'acronyme, c'est TOSC, TOSC. Je me souviens même plus ce que ça voulait dire. Okay. Mais qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'ai perdu mon idée. Ça t'en revient. Ouais. Je vais aller plus loin, me poser une question, peut-être ça va te revenir. Mais est-ce que le service de renseignement était aussi impliqué dans ces opérations-là? Moi, pas à ma connaissance, mais ça me donne l'impression qu'ils se donnaient l'occasion de se servir d'un médium comme ça. On va créer un cours où on peut ramasser un paquet de monde qui viennent de tous les pays d'Afrique et on va les mettre chum avec nous autres. On va le montrer qui qu'on est. On va avoir un contact avec eux autres pendant plusieurs semaines. On va se faire on va avoir du réseautage. Après ça, on va développer du contact et on va faire ça plusieurs fois, mettons 3 à 4 fois par année.
Puis on sait pas. Après ça, mettons, il y a une mission qui se déclare à quelque part en Ouganda ou quelque chose. Tu sais, il y a déjà il y a déjà une trail de taper. Tu sais, il y a déjà il y a déjà un peu de poignées de main qui se sont faits et tout ça. Moi, je trouvais que ça ressemblait peut-être un peu à ça. Peut-être que d'autres de mes collègues pourraient confirmer que ça n'avait pas en tout rapport, mais moi, ça me donnait cette impression-là. Parce que, tu sais, la formation qu'on donnait, on voyait que, oui, ça pouvait être utile pour eux, mais en même temps, même si c'était un critère pour lequel ils étaient supposés se présenter sur le cours à cause qu'il était déployable dans les 6 prochains mois, on le voyait que la moitié du cours, finalement, ne le faisait pas. Mais, tu sais, au bout de la ligne, je pense que les échanges entre corps, c'est bon. Et le Canada, en fait, des missions comme ça, on a fait vraiment plusieurs. Moi, il y avait un gars, le Major Woolley, je pense que ça faisait 15 fois qu'il allait là-bas. Wow. 15 ou 20 fois. Là. C'était des gens qui sont basés à NDHQ, à Ottawa. Là. Le commandant de ce cours-là, c'était un colonel. Les instructeurs, c'était les instructeurs, c'était des majors. Moi, j'étais le seul capitaine là-bas. Moi, j'avais le rôle un peu d'un capitaine... genre, comment je pourrais bien dire ça, officier de cours, pas officier de cours, mais adjudant de cours / officier admin. Moi, je m'occupais de régler tout ce qui pouvait arriver comme situation. En fait, il arrivait un pépin, il manquait de quelque chose, il y a un élève qui était pogné à l'aéroport ou quoi que ce soit, j'avais un chauffeur, je décollais en Nairobi dans ce zoo-là. C'était vraiment une belle expérience parce que fallait que tu te démerdes là. Pour des affaires bien simples, là, avoir un porte-clés ou trouver des porte-clés avec des chiffres ou qu'on pouvait insérer des numéros à l'intérieur pour les... Il n'y a pas ça. Tout est difficile. Tu vas avoir des acétates, tu veux trouver... Tout était compliqué là-bas. Là, les jeunes se questionnent, c'est quoi un acétate? Les acétates. C'est une espèce de feuille en plastique transparente. Garde-le dans l'ignorance, c'est parfait. C'était fou, là, comment est-ce que c'était compliqué des fois là-bas, mais j'ai tellement eu du fun parce que, tu sais, même des fois d'aller en ville ou c'était incroyable le trafic là-bas. Là. C'était un autre monde. Là. J'ai vraiment aimé. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus du peuple kenyan? Qu'est-ce qui t'a surpris? Ça peut être culturel, ça peut être... Moi, j'ai trouvé que les Britanniques sont encore... On sent beaucoup l'empreinte britannique au niveau leur présence est encore sur les bases là-bas. Tu as toujours un adjudant ou un adjudant-maître, un officier brit qui est là, ils chapeautent un peu l'instruction ou sont en charge de certaines normes, puis sont là comme un peu aviseurs. Mais les fantassins, entre guillemets, les Kenyans de l'armée kenyenne, là, moi j'ai été frappé, là, leurs baraques, là, ils dorment dans des cabanes, là, pas de plancher. C'était des genres de petits... je veux pas dire des niches à chiens, mais c'est comme des petits cabanons, là, tout en rangée, puis ils vivent de très peu de choses, là. C'est vraiment là, la grosse base, puis même à la cafétéria, là, ils mangeaient de la pâte de maïs avec un peu de viande, là, mais bien souvent les militaires étaient dans l'armée pour justement parce qu'ils étaient habillés, il y avait une petite paye, ils pouvaient manger à tous les jours comme il faut, ils pouvaient subvenir aux besoins de leur famille et tout ça. C'est quand même le Kenya est quand même un pays riche, je pense, comparativement à bien d'autres pays de l'armée de l'Afrique. Mais ça paraissait vraiment beaucoup là, quand même qu'ils ne sont pas au même niveau là, que nous autres. Là, tu sens qu'il manque d'argent là, à bien des places. Là, mais c'était du monde bien fin, toujours content, avec encore des valeurs un peu britanniques. Là, le petit thé à 10h, le petit thé en plein milieu de l'après-midi, tout arrête pour le thé avec les biscuits. Puis ça m'avait surpris, ça. Ils ont ces mœurs-là encore, ces petites... on dirait que j'ai de la misère à voir ça, mais je trouve ça intéressant que tu apportes cette partie. Sur les bases, là, tu voulais aller jaser de quelque chose, là. Hey, mettons, Major, avez-vous 2 minutes? Hey, t'es pogné 3 quarts d'heure dans le bureau avec, là. C'est comme, tout est plus... faut que tu prennes ton temps là-bas, là. Alain, t'as eu plus qu'une vie, en fait. T'es rendu ailleurs aujourd'hui. T'es retourné, en fait, à l'école. T'es allé faire ta technique policière. Pas ta technique policière, t'es allé à Nicolet. Oui. Est-ce que tu avais déjà une technique policière? Oui, je l'ai faite en 2 ans intensif à Notre-Dame-de-Foix. Ouais. Vu que j'avais déjà un collège deck privé dans la région de Québec. Ouais, j'ai vu que j'avais déjà un deck en sciences humaines. Ouais. J'ai pu aller le faire en 2 ans. Mes matières de base étaient faites. Ouais. Fait que j'ai juste eu les cours de concentration technique policière.
Fait ça 2 ans, puis ensuite, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir la police comme deuxième carrière? Mon frère était là-dedans. Mon père était policier. Je suis dans une famille de policiers. C'est juste moi qui voulait faire un peu à part. On dirait que ça m'a comme rattrapé. J'avais le goût de faire mes expériences au niveau de l'armée. Je les ai faites pendant un bon bout de temps assez intensif, là, comme pas mal à temps plein et tout ça. Mais à un moment donné, j'ai fait comme j'ai besoin de changer d'air. J'ai besoin de. Ça relancer un peu ton. Ouais, ça m'était tout le temps resté dans la tête un peu. Puis j'avais besoin de plus de live. J'avais besoin de sortir d'un poste administratif pour avoir quelque chose de plus concret. Ouais, ou de sortir des secteurs à Valcartier pour, comme rencontrer du vrai monde, là, comme interagir avec une vraie personne qui a un vrai problème. Je veux pas dire que dans l'armée, à part quand t'es en mission. Parce que ça nous laisse sous-entendre qu'il manquait de l'action. Ben, c'est quand tu es en mission, tu vas avoir ce que tu as de besoin. Mais quand tu es en une phase plus comme de préparation, d'entraînement, tout ça, ben, tu es en simulation, tu es ci, ça. Puis moi, c'est ce bout-là qui me manquait. J'avais envie de m'insérer dans une ville, dans une société, d'intervenir avec la population. Puis j'avais le goût de servir à ma façon aussi. Parce que, comme quand tu rentres dans la police, faut que tu aies envie de rendre service au monde. Si tu n'as pas ça en dedans de toi, tu feras pas une bonne police. Puis moi, je sentais que j'avais quelque chose à donner. J'avais quelque chose de plus qu'il fallait que j'exprime. Puis moi, la police, j'ai comme. Je l'entendais parler par mon frère. Là, il me contait puis de toute façon, des histoires de police, je n'avais entendu toute mon enfance. Mon père était là-dedans, ses amis, tout ça. Fait que je savais un peu dans quoi je m'embarquais. Fait que c'est pour ça que je savais peut-être un petit peu qu'est-ce qui me manquait dans ma vie. Il y a beaucoup de policiers qui ne savent pas que leur employeur, c'est la population. que leur travail, c'est de servir la population. On est au service des citoyens. Exactement. Carrément. Puis, anyways, il y en a peut-être pas assez qui se servent de leur pouvoir discrétionnaire. Je vais juste faire une parenthèse, puis il faut être là puis le vivre. Il y en a plusieurs qui vont me dire. Donc, tu arrives là à Nicolet avec des jeunes. Ouais. Parce que la plupart, c'est des jeunes. Comment tu te sens avec des jeunes, avec autant d'expérience en arrière de toi? Les jeunes te voient comment, toi? Ils me voient vieux. Moi, je suis arrivé là-bas à Nicolet, j'avais... C'est ça. Ouais, j'avais 30 ans, mais j'étais sur le bord de tourner à 31. Tu connectes plus avec les instructeurs qu'avec les candidats. Oui, mais en même temps, tu sais, t'es pas vraiment chum avec les instructeurs, tu sais. Puis moi, en arrivant là-bas, il y a un moment donné, ben, tu montes tes affaires. Puis tu sais, c'est comme un peu comme à l'armée, là. Tu sais, il y a quand même un cadre disciplinaire d'uniforme. C'est propre partout, ton lit, tu sais, ta chambre et tout ça. Puis tu sens aussi que c'est pour ton éventuel travail, ton travail futur. Fait que tu sais, tu prends ça sérieusement. Tu peux pas prendre ça à la légère. Mais leur volonté, c'est pas de te casser. Non, la volonté, c'est que tu te conformes aux règlements qui sont là, puis de te plonger dans un apprentissage que tu vas apprendre, que tu vas réussir, puis qu'à un moment donné, à la fin de ces 3 mois-là, tu vas passer par des synthèses qu'ils appellent, c'est comme des examens, des mises en situation qu'il faut que tu réussisses pour avoir ton diplôme de patrouille gendarmerie. Là. Et moi, quand j'arrive là, je concerne tout ça, mais tu sais, moi, c'est même si j'ai 30-31 ans, là, j'ai pas mon but, c'est pas c'est pas d'épater la galerie. Moi, c'est juste de me tenir low profile, de faire ce que j'ai à faire, tout ça. Mais il y a un moment donné, il y a comme quelque chose qui... Je veux pas, t'as comme un appel, tu sais. Parce qu'à un moment donné, t'es réuni dans une grande salle, puis tu sais, t'es avec les gens de ton groupe, t'es 36, et là, ils demandent, bon, ben là, ça prend un sergent dans ce groupe-là. Et ça prend un président. Et là, il n'y a personne qui lève la main. Tout le monde est concentré vers son stage. Il dit comment non, la plupart d'entre eux ont jamais occupé de poste de leadership. C'est ça. Puis là, les jeunes, je pense que leur première réaction, c'est comme ah non, je veux pas me mettre de la job de plus. Ah non, je veux pas faire ça. Je veux me concentrer sur mon stage. Fait que là, à un moment donné, ça levait pas la main. Ben, là, j'ai levé la main. J'ai dit, je vais être sergent, moi, si vous voulez. Puis là, il passe au vote. Puis là, tu t'en vas en avant. Tu viens dire pourquoi que tu veux être sergent. Là, puis tout ça, à un moment donné, le monde vote pour toi. Puis finalement, j'ai été sergent pendant tout le stage à Nicolet. Puis finalement, moi, j'ai vraiment adoré ça. Moi, j'ai pas subi mon stage, j'en ai profité. Je me couchais de bonne heure, je me levais, j'étais discipliné, je faisais mes affaires. J'ai aidé beaucoup le monde. J'avais un bon moral là-bas. J'avais passé par d'autres places. J'avais tout le temps mes il y avait des petites cliques qui se forment dans un groupe de 36, là, puis on se réunissait, là, comme les chefs de clique, la dernière fois, pour savoir qui allait moins bien.
Le moral de un, ouais, elle va pas bien. Fait que dans ce temps-là, quand j'organisais les chiffres de garde, je faisais en sorte d'en mettre un fort avec elle qui allait leur booster, tout ça. Fait que j'ai eu un bon... j'ai vraiment eu un bon stage, puis c'est une mention de mes pairs. Fait que même si j'étais en position d'autorité, à la fin de ce stage-là, c'est mes pairs qui m'ont reconnu comme comme je devais avoir comme un... Comment qu'ils appelaient ça? C'est une mention élogieuse par les pairs. Oui. Fait que devenant de mes pairs, c'est comme t'en as un pour le sport, t'en as un pour les réussites académiques, mais par les pairs. Fait que là, j'ai eu celui-là par les pairs, mais pour moi, c'était le plus important parce qu'il vient de ta gang. C'est eux autres qui te considèrent. Mais c'est le saut du leadership. Ouais, fait que c'est ça puis ça a été facile, je me suis amusé là-dedans. Fait que là, c'est vraiment à travers ça que j'ai vu l'expérience qu'on peut avoir dans les forces, l'expérience, tout le chemin que j'avais passé, à quel point ce que ça pouvait m'apporter. Dans une autre situation, un autre cadre, une espèce de savoir nager dans cet aquarium-là sans jamais avoir mis les pieds dedans. Là, c'est comme, wow, c'est cool. Puis moi, ça m'a reboosté, ça m'a donné confiance pour les autres années qui allaient suivre. T'sais. Comment ça fonctionne, Nicolas, au niveau du recrutement pour les corps policiers? Est-ce qu'ils viennent te voir? Est-ce qu'ils font des démarches avant même que tu sois gradué pour t'embaucher? Avant, c'était comme ça. Il y avait des corps de police qui viennent. C'est des soirées qui sont vraiment identifiées pour ça. Ils viennent sur les lieux. Ils viennent, ils installent une table avec, puis ils viennent vendre. Ah, nous autres, on a ci, on a ça, on peut faire ci. Fait que, oui, il y a du recrutement qui se font directement sur les lieux. Ou sinon, les gens, ils savent déjà d'avance où ce qu'ils veulent aller travailler. Fait que peu importe ce qui va se passer à Nicolette, eux autres, ils savent qu'ils vont appliquer. Mais au bout de la ligne, il faut que tu envoies ton CV. C'est comme une job. Tu appliques pour, mettons, la Ville de Montréal, tu envoies ton CV, tu remplis les papiers qu'eux autres ont, qui est peut-être différent de ceux de Mascouche ou ailleurs. Et c'est pas... ça ressemble, mais en même temps, ils ont tous un petit peu leur façon différente de faire les choses. Et à cette heure, il manque tellement de monde que c'est des promesses d'embauche. Aujourd'hui, tu es en renseignement criminel. Oui. Donc, pour en arriver là, tu as dû passer par patrouilleur, enquêteur, pour en arriver à une spécialité comme celle-là. Est-ce que le parcours a été compliqué avec le syndicat? Dans le sens que j'ai l'impression, puis corrige-moi si je me trompe, quand tu fais partie d'un syndicat, puis c'est le cas des policiers, de à peu près tous les policiers, tu dois attendre, tu dois faire ton temps. Est-ce que c'est frustrant pour quelqu'un qui arrive avec autant d'expérience de devoir faire son temps comme patrouilleur avant de pouvoir espérer avoir des plus grandes responsabilités, de faire des choses d'un autre ordre? Mais tu vois, moi, de mon point de vue, je trouvais que non, puis la raison était très, très simple pour moi. C'était que moi, dans l'armée, je trouvais que ça montait vite. Tu sais, j'étais passé par soldat, caporal-chef, sergent, capitaine, lieutenant, capitaine. Puis, tu sais, à chaque fois que j'étais dans un grade, j'avais jamais l'impression que j'étais capable d'atteindre le bout de ce que je pouvais connaître dans ce grade-là, que j'étais déjà rendu au suivant, et ainsi de suite. Puis moi, c'est ce que je me suis dit, c'est que le jour où je vais me ramasser comme policier, là, je vais être patrouilleur, là, je vais vraiment comme aller chercher tout ce que je peux là-dedans. Je vais vraiment comme jusqu'à temps que je me dise OK, je suis un bon patrouilleur, je connais ce que j'ai à faire, puis je suis à l'aise dans à peu près n'importe quoi qui peut m'arriver. Puis ça, quand j'ai passé à d'autres choses, j'étais capable de me le dire. Alors que dans l'armée, j'ai jamais vraiment été capable de me le dire dans les rangs que j'ai passés. Tu sais, je pouvais dire je suis à l'aise dans telle affaire, mais je suis à l'aise au maximum tout ça. Fait que moi, c'était quelque chose qui était important pour moi. Fait que j'ai pas eu à... Même si j'avais... dans l'armée, on n'est pas comme des experts. Ouais. Où c'est difficile de devenir un expert parce que justement, on est envoyé à droite puis à gauche. Mais ce que tu voulais devenir, c'est davantage un expert dans ton boulot. Ouais, je voulais faire bien mon travail. Puis moi, peu importe l'âge que j'avais, c'était mon cheminement à moi. Puis je sentais pas que parce que j'avais 30 ans qu'il fallait que je me dépêche à devenir sergent de relève au plus vite ou que non, il faut que j'applique aux enquêtes dans 3 ans parce qu'il faut absolument que je devienne. Tu sais, pour le standing, puis tout ça, moi, le standing, pour vrai, là, je m'en foutais carrément. Je reposais sur déjà des belles affaires que j'avais accomplies, tu sais, avant, puis tu sais que ce que j'allais accomplir dans l'armée, dans la police, à court terme, pas à moyen terme, c'était pas tant important pour moi. Moi, ce qui était important pour moi, c'était je fais-tu bien mon travail? Oui. Je fais-tu bien? Puis, tu sais, quand j'interviens, là, les citoyens sont-tu contents de qu'est-ce qu'ils ont? Puis, tu sais, mon employeur, il est-tu content de ma job? Moi, c'était aussi simple que ça.
Aussi simple que ça. J'ai l'impression que comme dans l'armée, tu t'es toujours placé en deuxième. Tu sais, dans l'armée, c'est servir le Canada avant soi-même. J'ai l'impression que tu fais ça aussi dans ton boulot. Comment le renseignement criminel t'est arrivé dans ta vie? Une passion? Moi, je dirais une passion, l'étincelle qui est apparue dans l'armée. Après ça, dans mon quotidien, au niveau de comment je vivais mon métier de patrouilleur. Parce qu'à un moment donné, tu sais, veux pas... Tu apprends à développer des contacts, il y a du monde qui t'en fais du renseignement, ben oui, parce que tu es sur le terrain, tu sais. Je veux dire, le potentiel de recevoir de l'information est immense. Là, à savoir est-ce que toute l'information que tu vas recueillir va se transformer en renseignement. Est-ce que tu en fais la collation? Est-ce que tu le partages avec d'autres autorités? C'est ça. Fait que avant que ça devienne du renseignement, tu le gardes pour toi ou tu l'envoies dans l'appareil qui est fait pour ça. Je veux dire... Fait que oui, j'avais comme des réflexes de même. Puis moi, c'était important de connaître mon monde, de connaître pas juste les bandits, de connaître les acteurs alentour de moi, de connaître les itinérants, connaître c'est qui lui qui vend de la viande à tel coin dans la boucherie, un tel, lui qui est en charge de la gate aux entreposages domestiques. Là, c'est d'avoir des contacts partout pour qu'à un moment donné, tu as un réflexe, tu te dis, OK, là, il est arrivé telle affaire à telle place, je sais que j'ai le plus de chance de pogner le gars ou aussi qu'il y a le plus de chances d'avoir une réponse. Là, tu te mets à réfléchir, hey, je vais aller voir un tel, je vais aller voir un tel, je vais aller voir un tel. Fait que moi, c'est des réflexes comme ça que je pense que comme policier... On appelle ça de la police communautaire, mais c'est du human en même temps, d'un point de vue stratégique. Ça dépend de ce que tu fais avec le renseignement. Exact. Fait que moi, j'étais un peu partout. Il y a un de mes sergents à un moment donné qui m'a déjà dit ça. Il dit, toi, Boivin, t'es partout. Il dit, on dirait que t'aimes plein d'affaires. Puis c'était comme ça parce que je patrouillais à ma façon, mais j'avais comme plusieurs affaires que j'aimais. Puis j'y allais de même, tu sais. Puis ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a un moment donné, j'ai fait un saut aux enquêtes. Ça, c'est complètement différent. Mais quand le poste au renseignement, quand il y a eu une ouverture que j'ai pu justement appliquer, c'était naturel pour moi. Là. Puis j'avais fait un peu de criminicé aussi avant. Là, fait que, de quoi? De criminicé, c'est-à-dire qu'avec des informations, tu vas prendre cette information-là qui est corroborée et tu vas faire une enquête et tu vas enquêter pour justement arriver à l'arrestation et tout ça, perquisition, fait que ça peut être en matière de stupéfiants, ça peut être en matière de... Ça peut être par exemple un gars qui fait des intros par effraction en série, tout ça, fait qu'on parle de surveillance, de filature, de toutes sortes de patentes de même, fait que moi j'étais passé par ce bout-là, fait que de me rendre au renseignement à travers toute la façon que j'avais, tous les trucs que j'avais fait dans la police, la façon que moi j'étais, comment je voyais la police, les jobs que j'avais fait avant, moi quand cette porte-là a ouvert, j'ai dit c'est la mienne, faut pas que je rate ma shot, c'est là que je vais, tu sais. Puis j'aime vraiment ma job. Il y a une grosse sélection en arrière du renseignement criminel? Pas tant, il y a pas beaucoup de monde des fois qui veulent aller faire ça. C'est comme curieusement, des fois, c'est comme peut-être juste comme les genres de mordus un peu comme moi qui font comme hey, moi, je veux absolument faire ça. Parce que les gens d'intelligence, c'est des gens spéciaux, des fois. Ben, tu sais, je vais te dire en tout respect. Parce que moi, j'ai comme le bonheur d'être un gars de terrain, mais en même temps, j'ai comme un petit côté, là, je vais m'enfermer dans ma bulle, là, puis je vais faire en arrière de mon ordi ce que j'ai à faire au niveau de l'analyse, mes affaires, mes patentes, tu sais, puis mon collègue, je travaille avec un analyste en tout temps. Puis, tu sais, il sait que je suis comme ça un peu, mais j'ai le côté givré, puis j'ai le côté, comme un mini-wheat un peu. Est-ce que tu aimes beaucoup les entrevues interrogatoires? Les entrevues interrogatoires? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que j'aime des choses que j'aimais faire? De faire avouer un suspect? Oui, c'est le fun. C'est cool. Parce que tu as un peu les deux. Il faut que tu fasses la gestion de tous les renseignements que tu as eus ou que tu as acquéris. C'est ça. Et il y a le côté humain. Ben oui, ça se prépare, les entrevues. Et que tu amènes ton suspect à avouer, parce que c'est ça le gros du travail d'entrevue interrogatoire, c'est d'amener le suspect à avouer son crime. Mais tu sais, de façon insoupçonnée, là, quand tu te crées des contacts comme ça, puis tu te crées des réseaux, puis que tu connais ton monde et tout, ça va te servir aussi en tant qu'enquêteur. Tu sais, je veux dire, toutes ces choses-là te suivent. Là, tu sais, c'est pas automatiquement quand tu finis ce job-là de patrouilleur que tu te retrouves dans un bureau d'enquête que tout ce que tu as fait avant te sert plus. Au contraire, ça te sert beaucoup encore. Tu sais, fait que tout dépendamment de comment tu as mené ta barque,
tu peux avoir beaucoup d'avantages, puis il y a beaucoup de potentiel à comment tu vas faire ta job en tant qu'enquêteur, tu sais. Fait que non, c'est un métier vraiment passionnant, puis je l'ai fait... j'avais continué la réserve à un moment donné, j'étais rendu à Laval, au quatrième compagnie, au quatrième 22. Ouais. J'ai fait un petit bout de temps avec eux autres. Je commandais des cours de recrues, je commandais les pré-chefs aussi. On préparait les caporaux à aller sur leur cours de chef. Mais je sentais que j'avais pas tant de temps que ça à lui donner. T'sais. Il aurait aimé ça que je donne plus de temps, mais j'en avais pas. Des fois, je prenais des congés. Il y a 24 heures d'une journée. Ah, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, regarde, je vais me concentrer sur ma job, puis je vais être policier, puis ça va finir là. T'as-tu des enfants? Non, pas d'enfants. Est-ce que c'est par choix? C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. J'ai pas d'enfants. C'est ça. C'est pas un choix personnel, mais là, il est rendu tard un peu pour en avoir, là, mais je penserais pas. C'est pas quelque chose que. Il y en a qui vont dire qu'il est jamais trop tard, mais ça vient avec des risques médicaux aussi. Comment ils appellent ça? Des grossesses gériatriques. Ça, c'est plus pour la femme, mais je ne sais pas c'est quoi le pendant pour les hommes. S'il y en a qui ont la réponse, donnez-moi-la en commentaire. Ça l'a donné du temps dans ta vie pour développer une passion qui est la musique. Oui. Explique-moi comment c'est arrivé, puis c'est directement relié aussi à ta production. Tu as envie de créer de la musique, tu as envie de faire de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de où? Ça a starté vraiment jeune, tu sais. C'est aussi banal que j'étais à l'adolescence, puis j'ai ma première guitare. Là. C'est aussi simple que ça. Ton père, ta mère qui te l'offre? Je me souviens pas comment je l'avais payé. Probablement que c'était de l'argent que je m'étais ramassé à tombe des pelouses. OK. Fait que c'était vraiment ta volonté à toi. Je Je voulais apprendre un instrument. La flûte à bec, c'était passé au secondaire. J'aimerais ça jouer de la guitare. Puis à un moment donné, j'avais joué de la trompette un peu dans un orchestre en secondaire 3, secondaire 4, mais l'instrument, la guitare, c'est devenu comme plus ma façon de m'exprimer au niveau musical. Okay. J'ai joué dans des bandes à gauche pas à droite. Au début, j'étais pas bon. Des bandes plus punk, puis on jouait tout croche. C'est ça. Puis à un moment donné, d'autres dans d'autres groupes, c'était meilleur. Puis à un moment donné, plus de confiance et là j'ai goûté un de mes amis qui m'avait donné un logiciel Adobe, comment ça s'appelait? C'était un logiciel fait par Adobe qui servait à enregistrer nos affaires. Fait que là enfin je pouvais mettre mes idées, j'avais appris à mettre mes idées sur un ordinateur, une interface, puis là d'apprendre les rudiments du mixage et tout ça. Fait que j'ai cheminé là-dedans avec les années. Jusqu'à temps que là, comme par exemple, en ce moment, j'ai mon studio chez nous, j'ai toutes mes affaires, c'est comme un peu mon laboratoire. T'sais. Ton projet s'appelle Walking Illusion? Oui, Walking Illusion. Moi, j'ai fait un album avec une de mes très, très bonnes amies, Isabelle Tétrault. On a fait un album ensemble, qu'on est allé en studio professionnel. C'est un album, ça a quand même bien été, ça a bien marché. On n'a pas eu le temps vraiment de le présenter au public comme on aurait voulu, mais au moins on a fait ce projet-là dans toutes les règles de l'art. Un projet de 11 tunes, puis une des chansons là-dedans qui s'appelle ça, Walking Illusion. C'est une des tunes qu'on avait faites qui avait le plus marché, comme par exemple à la radio. Fait que moi, à un moment donné, quand que Isabelle et moi, on a arrêté comme de se voir parce qu'on avait une relation très très proche, puis à un moment donné, on a pris chacun nos chemins. Je me suis retrouvé tout seul et je me suis comme créé un nouveau projet qui portait ce nom-là. Et c'était plus de l'instrumental, j'expérimentais plus avec des textures de son, plus clavier, plus cinématique. Okay. Et je continuais tout le temps à enregistrer mes tunes à la guitare, sauf que j'étais toujours comme... J'ai toujours eu le goût de faire de la musique pour un film ou pour quelque chose, puis là, paf, ça c'est arrivé, le projet de documentaire. Mm-hmm. Et à un moment donné, je parlais à Jean-Sébastien pendant qu'on était là-bas. J'ai dit, Jess, je pense que je vais faire la musique pour le film. Ça me tente, là, j'ai des idées, puis je le file. J'ai dit, je verrais pas qui pourrait... Tu sais, je veux dire, en plus, ce serait le fun de le signer comme ça. Ça serait un produit totalement de notre Tu mets une musique sur tes propres émotions parce que tu as décidé aussi d'en faire la narration. Puis tu sais, nous autres, on n'a pas fait appel à personne d'autre. Là. Mon collègue Jean-Sébastien Levent, c'est un ancien caméraman TQS. Il a des études en cinéma, tout ça. Il est policier à cette heure lui aussi. Mais on a fait ça de A à Z, nous autres. On peut dire que c'est 100% de notre production. Autofinancé. Autofinancé.
toutes nos décisions, nos angles de vue, c'est fait influencer par personne. C'est vraiment notre produit à 100% de nous autres. Puis on est vraiment fiers de ça. Et moi, d'avoir couché la musique là-dessus, ça a pris environ un an de composition, peut-être un petit peu plus, 1 an et demi, renfermé chez nous à réfléchir à tout ça. Mais c'est... devant le fait accompli, là, je suis vraiment, vraiment fier de ça. Là. Alain, on comprend que tu as eu plus qu'une vie. On comprend que tu as fait énormément de choses. En fait, tu as fait beaucoup de choses que beaucoup de jeunes, que beaucoup de petits gars rêvent de faire. Hein? Tu sais, l'armée, la police, tout ça, la musique. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans l'avenir? C'est quoi? Tu as sûrement encore des projets. Oui, ben là, qu'est-ce qui te reste à toucher? Ben, là, je fais des tunes. J'ai recommencé avec parole? Ouais. Okay. Là, j'ai arrêté de faire comme plus cinématique, plus du scoring. Là, je fais des tunes. J'ai présentement une tune en mastering. Là. Tout ça est prêt à être en train de se faire chouchouter par notre ingénieur Louis Morneau. Là. Fait que c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir le résultat de ça. Mm-hmm. Mais c'est d'en faire d'autres. Puis sinon... Est-ce que tu vas être l'interprète de cette chanson-là aussi? Moitié-moitié. Okay. Moitié-moitié, c'est toujours ma collègue là, et amie Audrey Bouchard qui est à la voix. Elle a une voix magnifique. Puis moi, je viens la backer dans certains moments là, dans la chanson au niveau des harmonies vocales. Et moi, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter dans l'avenir? Il y a plein de choses. Bon, des projets musicaux, j'en veux d'autres, c'est sûr. Des voyages, puis j'ai le goût de terminer des études. Est-ce que tu as envie de continuer ce projet-là avec d'autres vétérans? Parce que là, il y en a qui vont t'écouter, qui vont dire hey, moi, j'ai envie de vivre ça. Ben, on en a parlé tantôt un peu, puis c'est drôle, c'est venu... C'est sûr que je vais me faire écrire pour 2 choses. La première, c'est quand je peux aller en Bosnie. Puis 2, est-ce qu'il est célibataire? Ah, OK. Ça, c'est la deuxième question. Peu importe, tu me... Je t'envoie tout ça? Tu m'envoies tout ça. Parfait, excellent. Ça va me faire plaisir de répondre à ça, mais on en parlait tantôt, puis je m'imaginais, puis je n'ai parlé à Nelson pendant qu'on était là, v'là un mois, et je m'étais dit, crime Nelson, imagines-tu, là, on serait tous les deux, là, on serait des guides. On emmène les boys, tu sais, mettons 4-5 vétérans. On a une espèce de gros transit, un gros Ford Transit, là, puis on les emmène dans ces chemins-là, puis dis, moi, je commence à être vraiment à l'aise en Bosnie, pour toutes ces affaires-là, les points d'observation, les postes d'observation, les lieux significatifs pour le Canada, je les ai identifiés, je sais tout où aller. Ça serait le fun de partager ça avec d'autres vétérans, faire une espèce de formule voyage. Là, c'est comme, regarde les boys, moi je vous emmène, voici le plan, je vous emmène, on part du point A, on s'en va là, on fait ci. Voilà le time-lapse, on est là 7 jours, 8 jours, et vous allez passer à travers de tout ça, ça coûte tant. Ouais, ça c'est peut-être. Et ça va prendre du financement, bien entendu, parce que ça coûte une fortune de préparer autant de gens que ça. Puis j'ai l'impression aussi que ça prend de l'accompagnement au niveau de la santé mentale, parce que ça ne va pas être évident, tu l'as vécu toi-même, il y a quelqu'un qui t'a vu le vivre aussi, même si tu es quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection puis tu es en contrôle, malgré ce que tu peux avoir vécu, ça reste que d'avoir un accompagnement quand il y a une dissociation ou qu'il peut y avoir un flashback, il peut y avoir des cauchemars. C'est nécessaire, je pense, quand on organise ce genre de choses-là, mais il y a beaucoup d'entre nous qui sont pères aidants aujourd'hui qui peuvent très bien faire le travail, mais quand on prend la responsabilité d'amener des vétérans où est-ce qu'ils ont vécu la guerre, ça peut être aussi risqué. Tu vois-tu ces risques-là arriver éventuellement parce que tu vas je le sais, j'accompagne des vétérans dans un processus humoristique et c'est souvent ce que je me fais demander. Est-ce que tu as des services pour ces gens-là pour leurs difficultés, qui pourraient vivre au travers? Ça dommage, j'ai un commentaire à faire là-dessus. Il me reste du temps? Oui, il me reste du temps. Il me reste du temps. Ouais. Ben, justement, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que sur notre trajet, moi, je m'étais trouvé un contact là-bas. Le gars s'appelle Rob Zoomer. C'est un ancien militaire de l'armée, de la Dutch Army. Mm-hmm. Et lui, il était là durant le génocide. En fait, c'est son contingent à lui. Tu sais, quand on est parti de Srebrenica, nous autres, on a tapé dans la main à Dutch Army. Ils sont embarqués dans nos bottines là-bas, dans nos OP, dans notre poste de commandement et tout. Et on est parti vers Visoko et d'autres secteurs. Eux autres sont restés là. Ils sont restés là jusqu'au génocide. Rob Zoomer, lui, il était pas là quand on a fait le changeover, mais il était là durant les génocides.
Et il a trouvé ça vraiment difficile, très, très, très difficile, tellement que lorsqu'il est revenu à la maison, il est passé, je pense, quelques années là-bas, puis à un moment donné, je suis plus capable d'être là, je suis plus capable. Il est retourné en Bosnie, il s'est acheté un terrain là-bas, il a rebâti tous les bâtiments que sur son terrain, sa maison, tout le bed and breakfast qu'il a fait, il a construit ça de ses propres mains et il accueille des vétérans là-bas. Maintenant, là, ça fait déjà un allié ça fait déjà plus de 15 ans qu'il fait ça, 15-20 ans. Et lui, à un moment donné, il m'a donné des très bons conseils quand j'étais là, même durant le tournage. Et je veux pas vendre la mèche parce qu'il se passe une scène dans le documentaire avec Rob Zoomer parce que sur un documentaire d'à peu près 85 minutes, on a un bon 20 minutes là, où ce qu'on présente son documentaire, pas son documentaire, mais son bed and breakfast, son gîte, son projet, son expérience. Lui, on le présente, il parle, il s'explique. Et il y a une scène magnifique qui est tournée avec lui justement sur le haut d'une montagne à l'ancienne OPI Québec, où je suis en train de faire un commentaire et il se passe de quoi. Je le dirai pas aux gens, là, mais il se passe de quoi et lui, justement, arrive vraiment comme pour intervenir un peu de la façon comme père aidant, parce qu'il commence à être habitué. Là. Il envoie des vétérans aller, lui, là, puis il a de très bonne écoute. C'est un gars de peu de mots, mais quand il va te dire de quoi, ça frappe. C'est la bonne chose. Et on a eu la chance d'avoir ce gars-là sur notre passage. On a habité là 2 jours de temps quand on est allé à Srebrenica. Et juste de se ramasser là, la tension descend. C'est beau, il y a des beaux arbres. Tu te lèves le matin, c'est la brume. Là. Comme on était là, la brume bosniaque. Là. Et les oiseaux. Les oiseaux qui chantent et tout ça. Il reste dans la flanc de montagne. C'est tellement beau ce qui reste. Et lui, il s'occupe de tout. Il fait la nourriture pour toi, la boisson, le dodo, tout. Puis tu donnes un montant fixe, clé en main. Toi, t'arrives là, c'est pour décompresser. Lui, il s'occupe du reste. Magnifique. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai emmené Nelson là-bas, là un mois. On est allé direct chez Rob Zoomer. Il a adoré ça. Il a vécu, même affaire, je la regardais aller, la pression descendue quand on est arrivé là-bas. Parce que, tu sais, quand t'arrives dans Srebrenica, puis tu passes à travers la ville en char, là, c'est des souvenirs qui remontent. Là, tu revois des affaires, puis tu reconnais des lieux. Et là, tu as peut-être un petit peu d'anxiété qui monte, mais déjà, ce qu'on parlait tantôt, de remplacement de souvenirs, ça s'opère déjà dans les premières minutes que tu es là. Excellent. On va envoyer les gens découvrir le documentaire. Où est-ce que les gens peuvent découvrir ça? Écoute, pour l'instant, on le garde pour nous autres parce qu'on veut, on veut s'inscrire à peut-être 1 ou 2 festivals, puis il ne doit pas être présenté comme par exemple sur les médias sociaux avant ou ailleurs. Okay. Faut pas qu'il ait été vu à grande échelle. Fait qu'on se le garde pour nous autres, mais... Vous l'avez présenté comment je pourrais dire ça, en corporate event, quand on est conférencier, en conférence? C'est ça. On l'a présenté à 7 endroits. On est rendu à notre 7e. On va en faire une prochaine durant l'automne à la petite église de Saint-Eustache. Ne manquez pas ça. On l'a fait 3 fois là-bas. On n'a pas encore la date, mais ça va être durant l'automne. C'est un lieu magnifique pour ça. Et autre chose, si un groupe de vétérans, moi par exemple, il y en a un qui m'appelle, il me dit « Hey, moi là, avec ma gang, on est 40, on est 30, je peux te ramasser telle personne. Voudrais-tu venir nous présenter ton documentaire une à telle place? » C'est ça. Moi, si la place a un bon projecteur, une bonne salle qui fait du sens, avec un bon système de son, puis tout ça, on va se déplacer, aucun problème. Ça, on est prêt à le faire. Intéressant. Ouais. Très, très motivant. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de frères et sœurs d'armes qui t'écoutent, qui vont attendre, suivre tes réseaux sociaux parce que c'est là où est-ce que tu vas placer les dates pour le projet. Oui, pour le projet, en fait, pour les gens que ça les intéresse, pour aller voir tout ce qu'on a fait depuis le début et pour être au courant de ce qui va se passer dans les prochains mois ou quand est-ce la prochaine date, c'est la page Facebook Tournage en Bosnie 2022. Tournage en Bosnie 2022, vous allez là, vous likez la page et vous allez voir, on a laissé beaucoup de contenu là-bas, des vidéos, des photos de tous les événements. Vous allez voir à quel point que c'est beau, que les vétérans sont tous souriants, il y a comme la franche camaraderie. Je vous en dis pas plus, allez découvrir notre page, elle est vraiment, vraiment intéressante. Good. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. J'aimerais remercier notre commanditaire, le Café Félin, ma langue au chat. Lisa Sec est une vétérane qui fait un travail extraordinaire auprès de la communauté. Elle est située dans la ville de Québec. Donc, allez découvrir son entreprise.
Et merci, Lisa, de faire partie de cette aventure-là du Soundcheck Podcast Studio. Alain, je te souhaite que les choses aillent dans le sens que tu veux qu'ils soient, dans le sens que fais attention au travail. Merci pour ton service. Merci d'être venu partager avec nous. Merci de ton accueil ici. Là, vraiment, beaucoup aimé mon expérience. J'adore faire ça. J'adore les rencontres que je fais avec mes frères et mes sœurs d'armes. Je suis privilégié de vivre ça parce que je vis au travers de tes expériences et ça n'a pas de prix. Merci infiniment. Cool. Merci d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, le Soundcheck Podcast. Tous les épisodes de façon intégrale et gratuits sont disponibles. Merci à la TVC Basse-Lièvre de faire ça avec moi, de réaliser ça avec moi. Merci à Ma TV qui nous permet et ainsi que Radio Crash qui nous accueille en exclusivité sur le format audio. Sur ce, mesdames et messieurs, à la prochaine.